Merci à toutes et à tous de nous suivre. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième session. Alors maintenant, ce que nous avons prévu de faire, c'est de parler avec vous de la chaîne de valeur. Comme je disais tout à l'heure, le cacao, le chocolat est une production typique et caractéristique de la mondialisation en ce qu'elle engage des sociétés, des acteurs d'importance mondiale, que sa production, la production de chocolat, est répartie souvent sur différentes parties du globe et qu'on a d'un côté une myriade de tout petits producteurs et de l'autre côté, à l'opposé, une myriade de consommateurs, avec entre les deux quelques acteurs finalement pas si nombreux que ça au milieu de chaîne. Et cette chaîne de valeur, comme ça a été un peu mentionné en introduction par Bertrand Walkener, est à la fois une opportunité et un problème. Alors, ça va être le sujet de maintenant, avec, comme tout à l'heure, à peu près la même structure de présentation. Là, nous n'aurons pas 3, mais 4 présentations. D'abord, Frédéric Amiel va nous résumer les conclusions des travaux que nous avons menés ensemble sur cette question à l'IDRI. Christophe Alliot, du Bureau d'analyse sociétale et d'information citoyenne. Christophe et son basique et sont spécialisés dans, en gros, le démontage des chaînes de valeur sous l'angle économique. C'est eux qui savent vous dire ce qu'un producteur obtient dans une chaîne de valeur. Ils le font sur plein de choses. Ils l'ont fait du livre jusqu'au cacao. Ils font un travail aujourd'hui pour et avec la Commission européenne sur cette question et sur le marché européen. Christophe va nous parler de ça. Adeline Dontanville de l'European Forest Institute va aussi aborder cette question. Et Régis Méritant de la DG DEFCO, Développement et Coopération, va nous parler de ce que prévoit de faire la Commission. Il y a des choses un peu plus que dans les cartons, je crois, dans les tuyaux, que Régis pourra évoquer, qui vont, je pense, intéresser pas mal de monde parce que ça devrait être un game changer, comme on dit, dans le secteur. Et pour finir, après notre session de questions et réponses que j'essaierai de modérer le mieux possible en sélectionnant, je suis désolé d'avance, parfois je sélectionne les questions pour prendre celles qui sont le mieux en relation avec le sujet traité de cette session, sachant que je vous rappelle que ça c'est la deuxième sur 4, on en a ensuite 2 cet après-midi, une qui sera sur la certification, les démarches avec tierce partie on pourrait dire, toutes les démarches qui reposent sur une tierce partie comme organisme certificateur, et ensuite les démarches volontaires d'entreprises d'une part, qui prennent en main avec leur propre approche cette question, et d'ONG d'autre part, qui tentent de traiter la question aussi cacao et biodiversité. Donc là, on va démarrer avec la présentation de Frédéric Amiel sur la question chaîne de valeur et en quoi est-ce que c'est une chaîne de valeur dure à croquer. Frédéric, à toi la parole et l'écran. Merci Yann. Alors, je partage mon écran. Voilà. Donc, l'idée sur la chaîne de valeur, c'est que, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est… Alors, mode plein écran, voilà. La question qu'on s'est posée sur les chaînes globales de valeur, c'était un peu d'essayer de comprendre. Alors, il va y avoir beaucoup de choses sur la façon dont la valeur elle-même, c'est-à-dire la valeur monétaire, la valeur d'échange du cacao se répartit au long de la chaîne de distribution, du cacao jusqu'au chocolat, jusqu'au produit fini. L'approche qu'on a sur les chaînes globales de valeur, c'est de se poser la question pas seulement en termes de flux monétaires ou de flux de biens et de marchandises, mais aussi en termes de pouvoir. C'est-à-dire qu'une chaîne de valeur, c'est aussi des acteurs qui sont mis en relation les uns avec les autres. Et en fait, finalement, la détermination du prix, de la répartition de la valeur, dépend non seulement de questions économiques aussi basiques que l'offre et la demande, ou que la variabilité des prix, ou que la disponibilité des stocks, on va en parler, mais aussi du pouvoir que certains acteurs peuvent exercer sur les autres, ou du pouvoir de négociation relatif qu'ont ces acteurs entre eux. Donc, on a essayé de regarder ça et on a essayé de l'analyser à partir de cette problématique
de la durabilité et de l'impact sur la biodiversité, puisqu'on l'a vu, la question de la biodiversité est multiple et appelle de multiples réponses, mais il existe des initiatives, il existe des façons de faire du cacao avec un moindre impact sur la biodiversité ou avec un impact même positif, en tout cas par rapport à la norme sur la biodiversité. Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est comment aujourd'hui la structuration et surtout les évolutions récentes de la chaîne de valeur du cacao encouragent ou non, ou au contraire limitent, bloquent la diffusion de pratiques qui sont plus favorables à la biodiversité. D'abord, rapidement, l'organisation de la filière cacao-chocolat, rapidement, pas énormément de temps, donc je vais pas passer en détail. Je vous laisse regarder un petit peu ces différentes étapes. Il faut comprendre qu'on est sur une chaîne de transformation qui est relativement linéaire, mais qui appelle plusieurs étapes de l'arbre et de la récolte. On en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas en reparler. C'est tout ce qui est en vert au départ, qui est plutôt la partie culture, producteur. Mais souvent, ces producteurs sont aussi ceux qui font la première transformation du cacao, puisque le cacao, pour développer ses arômes, pour développer ses qualités qui vont permettre ensuite de faire du chocolat ou de la poudre de cacao, nécessite une phase de fermentation qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même souvent favorisée, notamment pour le développement des arômes. Et puis après la fermentation, un séchage qui est très important pour le stockage et la conservation du cacao. Cette partie-là de fermentation et de séchage, elle est l'objet aussi, je dirais, de modifications ou de stratégies diverses selon les filières, où cette fermentation et ce séchage sont soit confiés à la production, ce qui reste encore le cas la majeure partie du temps, soit qui sont gérés par les exportateurs, c'est-à-dire des gens qui vont centraliser du cacao frais et s'occuper de l'étape de la fermentation et du séchage, ce qui permet aussi d'avoir, en tout cas pour ces opérateurs-là, une meilleure harmonie de ces étapes-là. Ensuite, on a une seconde étape qu'on appelle la première transformation, puisque là, on va sortir du cacao pour rentrer dans autre chose, où il y a de la torréfaction, comme pour le café, qui est pareil, qui est pas forcément obligatoire, et puis du broyage, c'est-à-dire qu'on va transformer ces fèves de cacao en pâte de cacao, une pâte qui contient à la fois un composant gras, qui est le beurre de cacao, et un composant sec, qui est la poudre de cacao. Je vous passe les détails techniques, mais là, ce qu'on va appeler la seconde transformation qui est importante, c'est la transformation en chocolat proprement dit. Donc ça, c'est des techniques qui ont été développées au 19e siècle, à l'apparition du chocolat par les grandes marques qu'on connaît aujourd'hui. Le conchage, c'est-à-dire le mélange de cette pâte de cacao avec, généralement, on rajoute, c'est-à-dire qu'on augmente la partie grasse du cacao en rajoutant du beurre de cacao et on rajoute également du sucre, éventuellement quelques premiers arômes. On obtient ce qu'on appelle un chocolat de couverture. Alors, c'est la phase un peu méconnue de la chaîne du cacao, pour ceux qui ne se sont pas eu l'occasion de se pencher dessus. En fait, on produit un chocolat standard qui va ressembler un peu à ce que vous allez trouver comme chocolat pâtissier quand vous allez l'acheter dans des grandes surfaces ou dans des magasins. Et ce chocolat de couverture, c'est lui qui va être vendu ensuite aux confiseurs, que ce soit des confiseurs artisanaux, des chocolatiers qui peuvent avoir pignon sur rue et vendre des chocolats de Noël, etc., ou que ce soit des confiseurs industriels comme Nestlé, Mondelez, etc., qui vont ensuite produire des barres chocolatées ou des produits chocolatés comme de la poudre de chocolatée pour le petit déjeuner ou des gâteaux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie du cacao qui est consommé au niveau mondial et non pas sous forme de chocolat. C'est une spécificité française de manger des tablettes de chocolat, voire même de manger beaucoup de chocolat relativement pur, c'est-à-dire assez proche en fait de ce chocolat de couverture. La plupart du cacao est consommé dans des biscuits en fait ou dans des barres chocolatées qui sont extrêmement transformées avec d'autres aliments. Et ensuite, on a la phase de distribution de ces produits dans les grandes surfaces et dans le commerce. Yann l'a dit en introduction de cette journée, le cacao, c'est ce qu'on appelle une commodité, un produit agricole qui est emblématique de la mondialisation, d'abord en tant que symbole, parce qu'il porte une forte charge symbolique, mais aussi parce qu'il fait partie de ces produits qui sont, je dirais, qui cristallisent en fait les problématiques liées à la mondialisation, avec d'autres comme les fruits bananes, ananas, etc., ou des produits moins connus directement, mais dont on parle beaucoup ces dernières années, comme l'huile de palme. Vous avez ici les pays de production. Donc vous voyez qu'on est sur des pays qui sont
essentiellement des anciennes colonies et ce qu'on appelle, dans les généralités habituelles, des pays du Sud. Par contraste avec les grands pays d'importation, on est sur des statistiques de la FAO et vous voyez que ces pays d'importation sont des pays du Nord, si on veut parler d'un point de vue géographique, et sont aussi les anciens, en tout cas pour une grande partie, les anciens pays colonisateurs de ces pays. Ce n'est pas juste un hasard géopolitique, c'est aussi lié à l'histoire du développement de la production du cacao, sur laquelle on ne pourra malheureusement pas forcément s'attarder aujourd'hui. Outre cet aspect mondialisation et je dirais sectorisation sud-nord du marché du cacao, on a un goulot d'étranglement. Tiffen l'a évoqué dans sa conclusion de la session précédente, qui est vraiment un aspect déterminant pour la compréhension de cette chaîne de valeur. Ici, j'ai choisi quelques étapes. 5 millions de producteurs estimés, hein, c'est très difficile d'estimer le nombre de producteurs, c'est de la production familiale en plus, donc souvent qui implique les différents membres de la famille d'un producteur, plus des ouvriers agricoles. 4 transformateurs qui possèdent plus de 60% du marché du broyage. Donc rappelez-vous, on est sur ce que j'appelais l'étape de première transformation. Ça, c'est la très très forte concentration de ces dernières années. En Europe, on est passé d'une quinzaine de sites de broyage en Europe au début des années 90 à 4 grands sites de broyage au début des années 2000. Donc, 4 grands sites de broyage qui appartiennent à 4 transformateurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 4 usines d'un point de vue logistique qui broient l'ensemble du cacao qui arrive en Europe aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement important. D'autant plus que ça veut dire que disparaît de l'équation, je dirais, un échelon médium, des transformateurs moyens, des gens qui posséderaient des petites ou moyennes unités de broyage du cacao. Ça se redéveloppe un petit peu chez des chocolatiers qui essayent de travailler directement la fève, etc. Mais ça veut dire que l'ensemble des acteurs qui veulent produire du chocolat dépendent de ces grands transformateurs qui vont leur fournir la poudre ou ce qu'on appelle la masse de cacao. Et puis derrière, le goulet ne se rouvre pas immédiatement puisque vous avez encore 6 chocolatiers qui possèdent plus de 50% du marché final de chocolat. Ces 6 chocolatiers, je ne sais pas si je peux les citer tous de tête, mais on a tous en tête Nestlé, Mondelez, vous avez Hershey's plutôt sur le secteur nord-américain. Et donc c'est Cadbury bien sûr, et donc ces chocolatiers vont se partager la majorité du marché de la confiserie. Et puis derrière, vous avez bien sûr des millions de consommateurs qui sont essentiellement dans les pays d'importation qu'on a cités tout à l'heure, mais aussi de plus en plus dans les pays asiatiques où ça se développe énormément, mais aussi dans les pays de production, c'est-à-dire qu'on a une lente mais progressive transformation de ce côté très binaire où on aurait des pays producteurs, des pays consommateurs, avec le développement d'une consommation de chocolat, notamment dans les pays d'Amérique latine, qui en fait ont une tradition de consommation du cacao, plutôt rurale, plutôt liée à des producteurs qui consomment une partie de leur production, souvent sous forme de boissons chocolatées, et où se développe de plus en plus un marché du chocolat également. Les changements récents et leur influence sur la répartition de la valeur et aussi l'impact de la biodiversité, c'est essentiellement la génération du transport en vrac du cacao. En gros, on est passé d'un système en sac, je ne sais pas si tout le monde a un peu l'image de ces sacs de tissu, de ces sacs de jute dans lesquels on transportait également le café auparavant et qui contiennent du cacao. En fait, ce mode de transport a été petit à petit abandonné, notamment avec l'arrivée d'acteurs du secteur des céréales dans la logistique du cacao qui ont importé leur méthode de stockage en silo et de transport en vrac dans des grands cargos vraquiers. Ça pourrait paraître une simple évolution technique, en réalité, c'est une vraie influence. Et ça a été l'objet d'un bras de fer important à l'époque avec le premier producteur mondial de cacao, qui est la Côte d'Ivoire, qui refusait le développement du transport en vrac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on perd aussi en traçabilité quand on mélange des centaines ou des milliers de sacs de cacao au sein d'une soute de cargo vraquier, on perd aussi l'estampille que pouvaient porter les sacs et qui permet de tracer le cacao ou de séparer les origines au sein d'un cargo. En gros, une fois que vous avez mélangé tout votre cacao dans un cargo vraquier, ensuite vous n'avez plus qu'une seule référence de cacao qui sort de ce cargo quand elle arrive en Europe ou en Amérique du Nord. Alors qu'auparavant, vous pouviez stocker d'un côté
des sacs de cacao de telle origine, des sacs de telle qualité, etc. Et avoir ces différents types de cacao dans un même bateau qui ensuite peuvent être à nouveau séparés à l'arrivée en Europe et en Amérique du Nord. Donc, on a une forte standardisation du cacao autour de normes qui sont extrêmement réduites. Et en gros, ces normes, c'est l'aspect du cacao et son taux d'humidité, qui sont les principaux critères qu'on utilise pour standardiser le cacao. Et donc, tout ce qui est goût, origine contrôlée, qualité organoleptique, etc., tout ça est abandonné petit à petit par la standardisation. La transformation centralisée, j'en ai déjà parlé, et puis la génération des pratiques de mass balance, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on ne peut plus tracer, bah, du coup, au lieu de, notamment pour tout ce qui est cacao équitable, etc., on va dire, bon, bah, on a mélangé, on a fait rentrer dans le cargo 40% de cacao équitable et 60% de cacao standard. Donc, quand on sort du cargo à la sortie à l'arrivée en Europe, et ben, on va refiler 40% de la cargaison pour le marché équitable et puis 60% pour le marché conventionnel, ce qui veut dire que vous n'avez pas du tout de garantie quand vous croquez une tablette de chocolat. Ça dépend des labels et des marques, mais sur la plupart des marques de commerce équitable, que vous mangez effectivement une fève de cacao qui a été produite par un producteur qui a touché un revenu minimum, ce qui est le standard du commerce équitable. Peut-être qu'en fait, ce cacao, il est en train d'être mangé par quelqu'un qui a acheté une tablette standard, mais ce qu'on vous garantit, c'est qu'il y a une même quantité de cacao qui est vendu sous le label équitable que de cacao qui a été produit. Ici, je vous ai mis un petit schéma simplifié qui est issu des entretiens qu'on a eus, qui est le schéma d'approvisionnement d'une barre chocolatée de grande consommation, que je choisis de ne pas nommer pour ne pas faire du name and shame, comme on l'a dit ce matin. Mais voilà, qui est une des barres les plus consommées. Ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas forcément qu'il y a des problèmes, mais c'est que ça explique les contraintes de la logistique. Comprenez que cette même barre chocolatée, donc qui va avoir quasiment le même paquet, le même emballage dans 3 pays différents, ici en Espagne, en France et au Royaume-Uni, en fait, elle fait l'objet de différents circuits. Puisque vous avez des circuits commerce équitable, vous avez des circuits que j'ai appelés engagement volontaire, donc ça, on en parlera tout à l'heure, c'est des standards de durabilité que fixe la marque elle-même, et puis vous avez un circuit conventionnel. Alors, ce qui est équitable, en gros, pour cette barre chocolatée, était traité uniquement au Royaume-Uni, puisque la marque avait décidé de vendre sa tablette avec le label équitable au Royaume-Uni, mais pas dans les autres pays européens. Et ensuite, pour ce qui est de l'engagement volontaire et du conventionnel, vous avez différents circuits d'approvisionnement pour l'Europe, donc différents cargos. Et en gros, vous avez des cargos de cacao durable selon les standards de la marque et des cargos de cacao standard qui arrivent en Europe et qui sont ensuite mélangés dans l'usine même de la marque. Donc en fait, c'est la marque elle-même qui perd sa traçabilité dans ses propres usines parce qu'elle a choisi de concentrer la fabrication de ses barres de chocolat dans ses usines en Allemagne. Et de ces usines en Allemagne repartent des produits finis pour la consommation des marchés français et espagnols, par exemple. Et en France, ces produits vont être vendus avec l'estampille durabilité de l'engagement volontaire de la marque, alors qu'en Espagne, ça ne va pas être le cas. Alors, ça, c'était il y a quelques années, je pense que c'est un peu évolué. Mais toujours est-il que vous voyez que ce problème de mass balance, ce n'est pas seulement des marques qui n'arrivent pas à maîtriser la logistique en amont de leurs approvisionnements, ce sont des marques qui elles-mêmes, dans leur organisation de transformation du produit, perdent la traçabilité de leurs propres produits. Donc ça pose question par rapport à la confiance qu'on peut avoir dans certaines marques, etc. Cette organisation, pourquoi elle a un impact? D'abord parce qu'elle encourage la surproduction dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi? Essentiellement à cause de cette concentration des étapes de broyage. En gros, vous avez des usines massives qui coûtent très cher et vous ne pouvez pas les arrêter. Donc, il faut un approvisionnement continu dans ces 4 centres de broyage en Europe, par exemple, pour s'assurer qu'on ne va pas perdre de l'argent. Dès que vous avez un problème d'approvisionnement en cacao, du coup, vous êtes obligé d'arrêter les machines et les arrêter puis les redémarrer 12 ou 24 heures après quand le cacao arrive, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, pour garantir la continuité du fonctionnement de ces usines de production, vous êtes obligé d'avoir un approvisionnement constant. Et donc, la meilleure stratégie pour les acheteurs de cacao, c'est de s'assurer d'un approvisionnement supérieur aux besoins. Et cet approvisionnement supérieur aux besoins vous offre la marge nécessaire pour pallier certaines baisses saisonnières de production ou certains problèmes de gestion des stocks ou éventuellement même des problèmes de concurrence
d'approvisionnement entre les différents producteurs, sachant que tous ces producteurs, en gros, ils déchargent dans le port de Rotterdam et ils ont leur zone de broyage dans la zone industrielle de Rotterdam et d'Amsterdam. Et donc, ils ont aussi des échanges de bons procédés entre eux pour s'assurer qu'ils ne sont pas obligés d'arrêter leurs usines de broyage. Donc ça encourage la surproduction. Et l'autre problématique, c'est la constitution des stocks. Alors ici, vous avez un schéma qui vous montre en gros l'évolution du stock de cacao du milieu des années 70 à l'année 2017. Donc le stock de cacao, il est en jaune. En rouge et en bleu, vous avez les prix mondiaux du cacao. Ce qui est intéressant, sans s'arrêter sur le détail, c'est que ces stocks, en gros, ils évoluent entre 30 et 70% au milieu des années 90 de stock. Ça veut dire qu'en gros, vous avez l'équivalent de 30 à 70% de ce qui est produit mondialement, annuellement en cacao, qui est présent en stock, essentiellement dans ces entrepôts en Europe et en Amérique du Nord. C'est colossal. Sur les céréales, on est plutôt sur des stocks, quand ça va bien, qui sont entre 10 et 20%. Et ça donne un pouvoir énorme aux personnes qui gèrent ce stock. Puisque quand vous avez des baisses de prix, quand vous avez des évolutions de prix, les personnes qui possèdent des stocks, les personnes qui... Je ne sais pas s'il y a un problème avec le... Tout le monde m'entend bien? Les personnes qui possèdent les stocks... On t'entend bien, si tu peux couper Telegram, parce qu'en fait, tes notifications de messages Telegram s'affichent. Heureusement pour toi, on ne voit pas le contenu. On a juste un truc qui dit que tu as des nouveaux messages. Et comme tu en as souvent, on les voit souvent. Je vais finir, j'en ai pour 2 minutes, puis je ferai ça pour la prochaine session, le temps de sortir et tout. Donc cette gestion des stocks, elle donne un pouvoir notamment pour l'amortissement des fluctuations de prix. Bien entendu, un pouvoir que ne possèdent pas les producteurs, mais que ne possèdent pas non plus les exportateurs, les pays de production. Et c'est un des enjeux aujourd'hui, notamment pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, de relocaliser les stocks en amont du chargement et du dédouanement du cacao. Bien sûr, une forte volatilité des prix. C'est caractéristique du cacao et c'est un vrai problème. Là, vous avez l'énorme chute qu'il y a eu en 2016 des cours du cacao. 2017, ça a été un peu la même chose. Cette volatilité des prix, aujourd'hui, elle se répercute essentiellement sur l'échelon de la production, puisque, comme j'ai dit, elle est amortie plus tard, notamment par la gestion des stocks, mais aussi par la spéculation sur les marchés à terme au niveau des acheteurs. Je ne vais pas m'attarder sur la différence de répartition de la valeur, parce que je sais qu'il va en être question tout à l'heure et que j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà à peu près ce qu'on voulait dire là-dessus, et donc sur le fait qu'aujourd'hui, si on veut appliquer des politiques de durabilité, de meilleure conservation de la biodiversité, il faut qu'on lutte contre la surproduction. Et lutter contre la surproduction, ça veut dire aussi adapter un appareil industriel qui est plus, je dirais, compatible avec les cycles naturels, avec les cycles de production, avec les cycles saisonniers de production, avec les aléas climatiques, et donc qui est capable de s'accommoder d'une baisse temporaire de production et d'une baisse temporaire d'approvisionnement. Or, aujourd'hui, cette adaptation de l'appareil logistique et de l'appareil industriel, il nécessite des investissements et en gros, personne n'est prêt à les consentir aujourd'hui. Et la question, c'est toujours la même. OK, on veut s'adapter à plus de durabilité, mais il va falloir payer. Et qui est prêt à payer pour ça? Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Frédéric. On va sans attendre maintenant passer la parole. Alors, non pas à Christophe Alliot, parce que c'est pas Christophe qui fera la présentation, c'est sa collègue Marion Feij-Müller. C'est très bien, ça va en plus nous permettre un équilibre homme-femme à peu près idéal pour cette session. C'est pas souvent qu'on y arrive et c'est parfait. Donc Marion, bienvenue. Merci beaucoup de vous prêter à cet exercice. Christophe est là et pourra répondre avec vous aux différentes questions qui vont nous être posées. J'en profite pour m'excuser auprès des auditeurs qui sont sur YouTube. On en a une quarantaine qui ont posé des questions que je n'avais pas vues, que j'ai maintenant vues grâce à Karine Antunes, et donc que je vais éventuellement essayer de
de reprendre, même si elle porte sur l'agroforesterie. La plupart des acteurs qui sont ici présents peuvent répondre à ces questions aussi. Je peux même aussi encore donner la parole à des présentateurs de la session précédente s'ils sont encore connectés. Enfin voilà, on va essayer de gérer ça au mieux. Mes excuses pour ça. Et Marion, à vous la parole pour une dizaine, quinzaine de minutes maximum. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Yann. Est-ce que vous m'entendez? Oui, et vous voyez bien mon écran également, je suppose. Merci pour déjà la présentation de Frédéric qui va me permettre d'aller plus vite sur certains points. Comme le disait Yann, je m'appelle Marion et je vais vous présenter aujourd'hui une étude que nous avons menée avec le BASIC sur la répartition de la valeur dans les chaînes européennes de cacao chocolat. Juste un petit mot d'introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le BASIC, comme le disait Yann, le Bureau d'analyse sociétale pour l'information citoyenne. Nous sommes un bureau d'études avec un fonctionnement coopératif, ce qui explique que nous sommes aujourd'hui 6 employés, mais aussi une trentaine de sociétaires. Et notre cœur de métier est véritablement les filières agroalimentaires, même si nous étudions aussi les filières textiles ou extractives, sur lesquelles on va venir étudier la répartition de la valeur, mais aussi des coûts et des marges. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour cette étude. Et on va ensuite évaluer, en fonction de la demande, les impacts sociaux et environnementaux, voire poser aussi une monétarisation sur ces impacts quand pertinent. Et tout ça pour une gamme d'acteurs assez diverses qui vont des institutions publiques françaises ou internationales aux acteurs de la société civile ou aux interprofessions. Cette étude que je vais vous présenter ce matin est le fruit de la demande d'un consortium composé par la FAO, la DG DEFCO et l'European Cocoa Association, qui est donc l'association européenne qui réunit les industriels de la fève du cacao, Cargill, Olam, Barry Callebaut pour ceux qui connaissent, et aussi quelques négociants. La présentation est bien sûr une synthèse de notre gros rapport de recherche qui est disponible tant sur le site du BASIC que sur le site de l'European Cocoa Association. Avant de commencer dans l'étude à proprement parler et les résultats, peut-être vous rappeler d'abord deux principaux objectifs qui nous étaient fixés pour l'étude. Le premier, c'était qu'on devait étudier dans le détail la répartition de la valeur, mais aussi des coûts et des marges. Et en ça, notre étude est relativement innovante puisqu'elle est l'une des premières à aller non pas seulement dans le détail de la répartition de la valeur, mais bien aussi la répartition des coûts et des marges. Et au-delà des chiffres qu'on était en capacité de poser sur cette répartition, analyser et expliquer quels étaient les principaux facteurs expectatifs de notre répartition. En termes de périmètre, nous avons resserré sur le marché de consommation français. En l'occurrence, la France, comme vous le savez, c'est le second pays de consommation de chocolat en Europe. C'est aussi un pays qui est caractérisé par une grande diversité de produits chocolatés, donc intéressant à étudier. Et ce que vous voyez dans le cadre gris, c'est les deux produits sur lesquels on a véritablement fait une analyse détaillée, à savoir les tablettes de chocolat noir nature et les tablettes de chocolat noir au lait. Et ensuite, nous avons créé deux études de cas spécifiques sur le cacao en poudre et sur les barres chocolatées. En termes de production, nous avons serré sur 4 pays producteurs, qui sont des pays producteurs importants, comme vous le savez, dans la production mondiale, mais aussi importants dans les importations, que ce soit au niveau français ou au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et l'Équateur. En termes de méthodologie, sachez que le BASIC, de façon générale, s'appuie sur le concept méthodologique que sont les Global Value Chains, développés par GRFI, mais aussi pense aussi à Kaplinski ou Ponté. C'est un concept qui n'est pas uniquement spécifique au BASIC, il est aussi réapproprié par d'autres institutions, notamment internationales, je pense à la FAO, à l'OIT ou à la Banque mondiale. Et ce cadre méthodologique, on l'a expérimenté au sein du BASIC sur les différentes analyses de chaînes de valeur de commodités qu'on a menées depuis 2013, 14 à date, dont 3 particulières, on a vraiment une expérience et on a renouvelé les études, que sont la banane, le café et le cacao. Spécifiquement pour notre étude, on a un cadre méthodologique qui se décompose en 4 étapes successives. C'est le schéma que vous voyez apparaître à l'écran. La première étape, ça constituait tout simplement à construire le modèle de la chaîne de valeur du cacao au chocolat. On l'a vu, elle est complexe. Et avant de rentrer quelque part tête baissée dans les données, il nous fallait d'abord savoir comment on allait les mesurer, ses coûts, ses marges, ses prix, ses taxes, etc. Une fois qu'on a posé ce cadre, on pouvait évoluer vers l'étape 2, qui était vraiment celle de collecte, traitement et contre-vérification des données, avant d'évoluer vers l'étape 3 et 4, où là, on était plus à se retourner, j'ai envie de dire, vers les acteurs et aller voir si déjà, d'un côté, nos chiffres faisaient sens pour des acteurs de la filière, mais aussi si le modèle, de façon générale, la modélisation de la chaîne de valeur avait du sens. Très rapidement,
sur ce modèle que nous avons construit. Il s'appuie sur une modélisation détaillée du marché français des tablettes de chocolat nature, encore une fois au lait et noir, vendues exclusivement en supermarché, donc en grande et moyenne surface, et se base sur 2 séries de paramètres. La première série, c'est des paramètres aval. Là, ça va être tous les paramètres en fait, qui permettent à un consommateur de différencier une tablette d'une autre. Ça va être, est-ce que cette tablette, c'est du chocolat noir ou du chocolat au lait? Est-ce qu'elle est vendue par une marque nationale ou une marque distributeur? Est-ce qu'elle relève du segment de marché, on va dire, du basique ou du gourmet ou encore du dessert? Est-ce que c'est une tablette best-seller qui se vend énormément ou ce sont plutôt des marques, enfin des produits plus, on va dire, à moindre volume de vente? Et enfin, est-ce qu'elle a un label, que ce soit agriculture biologique, commerce équitable ou Rainforest Alliance, qui sont en l'occurrence les 3 labels qu'on a étudiés dans l'étude. Il y a aussi les paramètres amont, qui sont plus des paramètres physiques classiques de produits et de chaînes. Ça va être celui d'abord de la recette et du pourcentage de chaque ingrédient dans notre tablette, celui du pays de transformation, entre par exemple Côte d'Ivoire ou Pays-Bas, la taille de l'usine de transformation, le mélange d'origine des fèves, la qualité des fèves également de cacao et le modèle de cacao culture entre agriculture familiale ou plantation de cacao, ce qu'on peut voir par exemple en Équateur. Et une fois qu'on croise tous ces paramètres, on génère une dizaine d'archétypes sur lesquels on va pouvoir réaliser des estimations agrégées pour le chocolat noir et le chocolat au lait. En ce qui concerne les données, nous avons 3 sources de données principales que sont les bases de données, les rapports et les entretiens. Les bases de données, simplement pour vous dire qu'on est bien sur des bases de données publiques, ça veut dire qu'elles peuvent être publiques non payantes ou payantes, mais en tout cas, c'est des données qui existent et on n'est pas du tout à aucun moment sur des données qui relèvent du secret industriel ou du secret professionnel. Ces 3 sources de données, comme je disais, on les mobilise sur les 5 maillons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, comme Frédéric les a déjà décrites, c'est nos 5 maillons tels qu'on les a conceptualisés. Vous avez ici le détail, je ne vais pas rentrer justement dans le détail des différentes sources que vous voyez ici. Peut-être juste vous préciser qu'en ce qui concerne les entretiens, au-delà des entretiens qui ont pu être menés à distance, on a également réalisé des missions sur le terrain, d'un côté en Côte d'Ivoire et au Ghana, et de l'autre en France et aux Pays-Bas, notamment pour aller visiter des usines de transformation. Comme je le disais, le résultat principal de notre étude, c'est d'abord un rapport de recherche, mais c'est aussi un outil opérationnel. C'est la capture d'écran que vous voyez, un outil Excel, qui pour l'instant n'est pas encore public, mais qui à terme devrait le devenir d'une forme ou d'une autre. Cet outil, en quoi il est intéressant et qu'est-ce qu'il nous a permis? D'un côté, il nous permet de visualiser, c'est ce que vous commencez à voir, les 2 colonnes, tous les résultats des configurations permises dans le modèle. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà vu le rapport de recherche, on a une sélection de configurations pour le rapport de recherche. Cet outil, on a l'intégralité des configurations qui sont possibles. Et en plus de ça, on est capable, ça c'est le deuxième avantage de cet outil, de paramétrer ces configurations et de faire jouer par exemple des paramètres comme celui de la recette ou de l'année qu'on veut regarder. Sur cette autre capture d'écran, vous voyez d'ailleurs, ça c'est pour le tablette de chocolat noir, l'étendue des différentes modélisations, configurations qui sont possibles aujourd'hui par l'outil. Et enfin, le troisième avantage de cet outil, c'est qu'on est en capacité aussi de faire des simulations et par exemple de regarder comment influerait l'augmentation du prix du cacao sur la répartition de la valeur. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet et des résultats que nous avons, tout d'abord sur nos tablettes de chocolat noir nature agrégées. On a, pour vous expliquer, 2 colonnes. La colonne de gauche, on est bien sur la valeur, donc on est en valeur sur euros par kilo. Si on l'a ramené à une tablette qu'on vend en supermarché, il faudrait dire que environ notre 9,32 € par kilo se traduirait par une tablette à 93 centimes. Et donc à gauche, on est sur la valeur, donc bien l'argent qui revient et qui se distribue entre les différents acteurs. Petit point peut-être juste pour qu'on se comprenne bien également en termes de picto et de code couleur, le rouge correspond bien à la cacao culture, le orange à toutes les étapes de collecte et de transport, le orange à la transformation de la fève, le beige à la fabrication des produits finis, donc tout ce qui va être étape de moulage, emballage, marketing et distribution jusqu'au lieu de vente final, qui encore une fois, je rappelle, est uniquement les supermarchés pour les besoins de cette étude. Chacun des blocs que vous voyez à gauche est également détaillé à droite et avec le détail, comme je le disais, de coûts, taxes et marges. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette répartition et de ces graphiques?
La première des choses, c'est que le montant total des marges tout au long de la chaîne est égal à 1,90 € par kilo et que 90% de cette marge est en fait liée au maillon de vente et de fabrication des produits finis. Et de l'autre, le montant total des taxes tout au long de la chaîne, lui, équivaut à 1,10 € par kilo, majoritairement encore dans les pays de l'aval. Je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser un tout petit point, c'est que sur les coûts, on est bien dans la prise en compte de tous les coûts. C'est-à-dire qu'on est sur les coûts de production, de fabrication, les coûts d'amortissement également, les coûts d'assurance, les coûts financiers comme les remboursements d'emprunts et également les coûts de R&D et de marketing. Et idem, sur les taxes, on prend bien en compte toutes les taxes, que ce soit les taxes dans les pays producteurs, la TVA et les impôts payés par les entreprises. Cette répartition, si on essaye de poser et de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il explique. D'un côté, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sont des facteurs aval qui ont une forte influence sur cette création et la répartition. Qu'est-ce qu'on met dans ces facteurs aval? On met déjà la marque, c'est-à-dire que la réputation de la marque et l'image qu'elle a auprès du consommateur, ça va venir faire varier la répartition de la valeur, que ce soit en pourcentage ou en valeur par kilo. Et ce, particulièrement pour les deux derniers maillons que sont la fabrication du produit fini et la vente. On a également le segment sur lequel va être mise la tablette, qui là aussi va faire varier la répartition entre dessert, basique ou premium. Et enfin, la performance de vente, si la tablette considérée est un best-seller ou pas. Comprendre que ce best-seller, nous, en tant que consommateur, quand on rentre dans un rayon de supermarché de tablettes, on voit des dizaines de références, mais au final, quand on regarde les chiffres, ce qui fait la moitié quasiment des ventes de tablettes de chocolat, c'est en fait moins de 10 produits. Et ces 10 produits-là, c'est eux qui sont les best-sellers. Et ce sont des produits qui sont très particuliers parce que ça veut dire que ce sont des produits que les acteurs de la distribution déjà sont obligés d'avoir dans leur rayon parce que c'est ça qui attire le consommateur, en tout cas majoritairement. Et aussi implique que parce que ce sont des produits que les GMS est obligé d'avoir, sur ces produits best-sellers, les marques sont un peu, on va dire, en force de négociation pour imposer leur prix, contrairement à d'autres produits. Et en miroir de ces facteurs aval, finalement, on a des facteurs amont qui, eux, ont très peu d'impact, ou en tout cas un impact très limité sur la répartition de la valeur. C'est-à-dire que ça a un peu bougé, mais ça va être très difficilement perceptible. Et dans ces facteurs amont, on met par exemple le pourcentage de cacao dans le produit final, l'origine du cacao quand elle est mentionnée, ou même le lieu de la première transformation, que ce soit du coup en Afrique de l'Ouest, par exemple en Côte d'Ivoire, ou en Europe, par exemple aux Pays-Bas. Au global, on a donc les facteurs qui influencent le plus, facteurs aval, comme je disais, mais surtout en fait des leviers assez immatériels qui relèvent de la réputation de la marque, de l'image, du segment du marché sur lequel on va décider de mettre notre produit, des éléments qui finalement sont liés et mobilisables uniquement par les deux derniers maillons de la chaîne, que sont les producteurs les fabricants de produits finis et les distributeurs. Et du coup, dans ce contexte, nos pays producteurs, eux, vont avoir une certaine difficulté à faire reconnaître et valoriser les spécificités de leurs produits. Déjà, comme le disait Frédéric, on a un niveau très élevé d'industrialisation et d'investissement dans la filière, qui certes, d'un côté, a permis de démocratiser la consommation en baissant les prix, mais aussi normer les chaînes d'approvisionnement. En plus de ça, on a une forme d'habitude du consommateur au fait que la qualité de chocolat réside plus dans le pourcentage du cacao que dans l'origine du cacao. Et tout ça agrégé fait que finalement le terroir et les spécificités arômes de certaines variétés de fèves de cacao sont difficilement valorisables sur le marché de consommation. Si on passe maintenant au chocolat nature, comprendre que finalement les facteurs explicatifs que je viens juste de vous développer se retrouvent en fait sur le chocolat au lait nature. On reste dans les mêmes facteurs explicatifs. On a à nouveau dans la colonne de gauche la répartition de la valeur, dans la colonne de droite celle des coûts, taxes et marges. Qu'est-ce qui est important à noter? La première, vous le voyez, c'est qu'on a une TVA qui est beaucoup plus élevée sur le chocolat au lait par rapport au chocolat noir en France. On est à 20% contre 5,5% sur le chocolat noir. On a bien sûr des ingrédients différents, puisque quand on parle de chocolat au lait, on a le lait qui rentre en plus dans les ingrédients. Et à savoir que le lait coûte aussi cher par kilo que le cacao. Et au final, entre ces taxes qui sont plus élevées et ce lait qui coûte aussi cher que le cacao, on a en fait un phénomène plutôt de compression. La répartition, les ordres de grandeur restent les mêmes, mais c'est juste que c'est beaucoup plus compressé, comprimé, pris en étau entre l'aval et l'amont.
Si maintenant on oublie tout l'aval, si on oublie les produits finis et distributeurs et qu'on se centre véritablement sur nos pays producteurs, voici ce qu'on peut avoir en termes de répartition des coûts, taxes et marges. Ici, ce que vous voyez, c'est donc bien tout ce qui va de la culture du cacao jusqu'à l'exportation, jusqu'au prix FOB. On est bien sur des chiffres de 2018, je le précise parce qu'en fonction de l'évolution des cours mondiaux, on pourrait avoir une répartition qui bouge assez sensiblement. Et on a deux grands cas d'école dans nos pays producteurs. Je vais y revenir dans la slide suivante. D'un côté, nos Côte d'Ivoire, Ghana, qui eux sont plutôt des systèmes avec une régulation relativement forte, et de l'autre, Équateur avec un secteur libéralisé, et Cameroun qui va plutôt aussi vers une libéralisation de son secteur. En Équateur, à noter qu'on a modélisé deux chaînes différentes, celle qui est la plus à droite, qui est celle du cacao national trié, donc un cacao de forte qualité, qui pour le coup, lui arrive à se valoriser sur le marché international, et de l'autre, la chaîne, on va dire, où on peut aussi retrouver du cacao national, mais parce qu'il va être mélangé à du CCN 51, pour ceux qui connaissent, finalement, va beaucoup moins se valoriser et va plus faire en fait du volume pour le marché. Quels sont nos facteurs explicatifs sur spécifiquement vraiment nos pays producteurs? Ils sont de deux ordres. D'abord, il y a des facteurs qui relèvent plus du pays et un facteur temporel. Dans les facteurs pays, on a ce qui va faire varier notre répartition, c'est le niveau d'implication et de régulation de l'État dans le secteur, mais ça va être aussi les variétés de cacao qui vont être travaillées et produites dans le pays. Et enfin, évidemment, on a un facteur temporel qui est celui de l'évolution des cours mondiaux du cacao. Sur nos deux grands cas d'école que je vous dessinais sur la slide précédente, on a donc d'un côté Côte d'Ivoire et Ghana, qui, comme je disais, ont des systèmes de régulation assez forts, qui, si on regarde sur le temps long, ont permis des prix plus stables dans tout le pays, ou en tout cas pour la majorité des producteurs de cacao, mais qui se traduit en contrepartie par une part plus faible de la valeur à l'export captée par les cacaoculteurs. De l'autre, en Équateur, avec le secteur libéralisé du cacao, on a une marge de manœuvre qui permet à des producteurs par exemple de cacao national, de différencier leurs produits et de retirer un meilleur prix auprès du marché, mais cela polarise en fait la population de producteurs entre ceux justement qui sont en capacité et les autres qui sont en fait la majorité non organisée, qui, comme on le voit, vendent du cacao non trié et n'arrivent pas à en retirer un bénéfice financier pécuniaire. Le dernier élément que je voulais vous présenter, c'était sur les labels. Donc, comme je disais en introduction, on a regardé 3 labels uniquement, Rainforest Alliance, Agriculture biologique et Commerce équitable. Ici, on a un extrait uniquement sur ce qui concerne les tablettes de chocolat noir gourmet hors marque distributeur, donc uniquement marque nationale, avec les trois labels qui sont appliqués. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? La première des choses, c'est que quelle que soit la certification qu'on analyse, on n'a pas de changement au global profond de la répartition de la valeur. Les grands équilibres sont gardés, on n'a pas d'inversion de la répartition de la valeur. Par contre, là où on peut avoir un changement, c'est sur la part qui vient spécifiquement aux producteurs de cacao, et plus particulièrement quand on est dans une combinaison de certains labels, en l'occurrence ceux d'agriculture biologique et de commerce équitable. Et dans les cas où on a un changement de la répartition de la valeur, les causes de ces changements semblent plutôt être liées à deux facteurs que sont les consommateurs et la structure de la chaîne, plutôt que véritablement à un effet label. Du côté du consommateur, c'est que les consommateurs de produits labellisés ont un consentement en fait, à payer plus cher pour du chocolat, qu'ils considèrent comme étant plus écologique, plus durable socialement, à condition cependant que les engagements, qu'il y ait des preuves des engagements tenus au niveau social comme environnemental, mais qu'aussi il y ait une traçabilité et qu'il y ait une véritable valorisation de l'origine sur le produit qu'ils achètent. Et le deuxième, je disais, est plus relatif à la chaîne, c'est-à-dire que sur ces produits où on va voir un changement de répartition de la valeur, en fait, on a aussi des acteurs qui sont différents et qui ont développé des relations commerciales beaucoup plus fondées sur des partenariats. En conclusion, et en fait, pour un peu ouvrir peut-être la discussion, je le disais, notre modèle permet notamment des simulations, et un point intéressant est qu'on voit que si le prix du cacao mondial était amené à doubler, en fait, le prix de vente aux consommateurs de produits chocolatés, tout produit chocolaté confondu en France, augmenterait uniquement de 5%. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs. Pour l'instant, c'est juste un petit point de simulation que je voulais vous partager, mais on est en train de l'approfondir justement dans une suite de l'étude. Et
pour véritablement ouvrir un peu la discussion, les recommandations que nous, on ressort de notre étude, c'est d'un côté, si tout ce qu'on pose sur la table est intéressant, il serait d'autant plus pertinent si on venait à investiguer d'autres grands pays producteurs de cacao et aussi consommateurs de chocolat. Et cet ensemble pourrait constituer en fait la base d'une forme d'observatoire permanent qui permettrait d'avoir une visibilité et un échange sur des données qui sont objectivées, contre-vérifiées par l'ensemble des acteurs et véritablement servir de base de discussion entre les acteurs de la chaîne du cacao au chocolat pour potentiellement répondre à tous les enjeux qu'on discute depuis ce matin de la chaîne du cacao au chocolat. On a aussi relevé qu'il y avait des initiatives intéressantes de développement d'accords ici qu'on appelle tripartites entre organisations de producteurs, acteurs de l'industrie et distributeurs. Ce sont des choses qui existent déjà, notamment sur des filières françaises, je pense à celle du lait, et qui montrent que ces accords tripartites ont souvent un effet très bénéfique, non seulement sur les dynamiques de relations, l'engagement sur le long terme, etc., mais même sur les dynamiques de prix et de fait de couvrir les coûts de chacun des acteurs, de chacun des parties prenantes de ces accords tripartites. Et enfin, de permettre de promouvoir et de renforcer les organisations de producteurs sur le terrain pour potentiellement les aider à différencier les variétés de fèves s'ils sont producteurs de fèves justement différenciables, ou au global, améliorer la qualité ou en fait l'accès au crédit, aux capacités d'investissement qui sont souvent des freins pour les producteurs de cacao. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marion Feijs-Müller. Merci pour cette présentation intéressante et effectivement qui, comme vous l'avez vu, va pile au centre de la question qu'on se pose pour cette session, c'est-à-dire comment se répartit la chaîne de valeur et quelle marge de manœuvre elle donne pour une politique de durabilité. Je donne la parole maintenant à Adeline Dontanville, voilà, de European Forest Institute, pour compléter ses propos avec vos analyses. Je n'ose pas vous demander de faire plus vite parce que c'est pas juste pour vous, puisque vous devez avoir le temps qui vous est nécessaire. On a un petit peu de retard, mais voilà. Éventuellement, si vous avez de longs développements sur les méthodologies, c'est peut-être pas nécessaire de les passer, mais d'aller le plus vite possible au message. Merci d'avance. Merci beaucoup Yann et bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup aussi aux organisateurs de m'avoir convié à cette discussion aujourd'hui. Donc moi, je vais parler plus spécifiquement en fait de la chaîne d'approvisionnement du cacao et dans sa dimension de transparence. Donc peut-être un mot sur l'Institut européen de la forêt, plus précisément la facilité REDD de l'Union européenne pour laquelle je travaille, donc qui est un instrument de l'Union européenne qui appuie les pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation, mais qui appuie également l'Union européenne de manière plus globale dans ses efforts de réduction de son impact sur la déforestation. Donc nous travaillons depuis quelques années sur cette question de la transparence des chaînes d'approvisionnement des commodités agricoles à risque de déforestation, surtout en vue d'appuyer la concertation entre les parties prenantes et les dialogues stratégiques entre pays producteurs et pays consommateurs. Donc cette présentation aujourd'hui, elle vise à partager avec vous un petit peu les avancées et les perspectives de notre travail pour la filière cacao, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et je tiens à préciser aussi que son contenu, il est basé sur les résultats de notre collaboration globale avec l'initiative Trace et également avec l'ONG française Nitidé en Afrique de l'Ouest. Alors, tout d'abord, cette question de la durabilité, de la traçabilité du cacao, on le sait, s'inscrit au cœur des engagements de la plupart des acteurs publics et privés pertinents pour la filière. Donc, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, précisément, on peut citer notamment les plans d'action des entreprises signataires et des pays signataires de l'initiative Cacao et Forêt, qui, par exemple, vise 100% de traçabilité du planteur à la coopérative d'ici 2022. Le recensement des planteurs, des producteurs de cacao qui a été démarré par la Côte d'Ivoire et le Ghana ces derniers mois, mais également les récentes publications par un certain nombre d'acteurs de la filière, par exemple leur liste d'approvisionnement, leur liste de coopératives partenaires en termes d'approvisionnement. Donc on a pas mal de données,
Mais c'est vrai que plusieurs années maintenant, après la prise de ces engagements ambitieux, il est toujours difficile pour le consommateur et pour les acteurs de la filière de faire sens de toute cette information disponible. Il y a de nombreux facteurs qui contribuent à l'opacité de cette chaîne d'approvisionnement du cacao. Évidemment, et on en a parlé tout à l'heure, Frédéric Amiel a bien expliqué la problématique de la standardisation et de la mass balance. La traçabilité pose évidemment un défi d'envergure, notamment au niveau du premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire l'identification d'une production au producteur ou à la parcelle associée. Il faut savoir aussi qu'en Afrique de l'Ouest, il y a plus de la moitié des fèves de cacao qui sont commercialisées au travers de circuits indirects, donc en dehors des circuits coopératifs, qui sont beaucoup plus difficiles donc à tracer. Il y a une absence de définition, évidemment, consensuelle de la durabilité, on en parlera plus tout à l'heure, et puis des coûts et des délais importants en termes de mise en place de systèmes nationaux de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Donc cette complexité, cette opacité peut vraiment être perçue comme un frein à la gestion des risques. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette complexité et cette opacité peuvent être partiellement levées. Donc les analyses qui ont été faites ces dernières années, notamment par les chercheurs de l'initiative TRACE, sur les liens entre les commodités agricoles et la déforestation, ont révélé que dans la plupart des cas, les risques sont très concentrés. Donc, il est probable en fait qu'aujourd'hui, les efforts de transparence et de durabilité se concentrent, si je peux me permettre de dire, sur le haut du panier, c'est-à-dire sur les coopératives, sur l'approvisionnement direct, sur la production certifiée, avec potentiellement un impact limité sur les questions de déforestation. Alors que les nouvelles technologies de communication et les données dont on peut tirer profit aujourd'hui ouvrent de nouvelles voies vers un ciblage plus adapté des efforts. Donc, comment est-ce qu'on peut avancer de manière pragmatique et concentrer les efforts sur l'approvisionnement à risque? Bien, en combinant l'information disponible sur les connexions au sein de la chaîne d'approvisionnement avec celle sur les risques et les impacts en termes de durabilité à l'échelle territoriale, on peut faire un premier pas vers une meilleure identification des priorités d'action et surtout aussi vers la mobilisation des différents acteurs impliqués. Donc c'est une approche qu'on accompagne dans le cadre du dialogue politique entre l'Union européenne et l'Indonésie sur l'huile de palme, par exemple, et dont on étudie actuellement la faisabilité pour le cacao en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'en Équateur et en Colombie. Alors, l'analyse des relations commerciales entre un pays producteur et ses marchés d'exportation permet d'identifier les principaux acteurs à engager dans une démarche de production durable. Et cette analyse conduit à la reconnaissance et au partage des responsabilités entre les différents acteurs de la filière. C'est ce que permet de faire la plateforme TRACE, dont vous voyez une copie d'écran. J'ai malheureusement pas le temps de vous faire une petite démo, mais vous voyez à l'écran l'adresse trace.earth que vous pouvez aller explorer, donc qui est une plateforme, une initiative indépendante gérée par le Stockholm Environment Institute et Global Canopy Programme, à laquelle nous sommes associés depuis plusieurs années, et donc qui vise à cartographier les chaînes d'approvisionnement des grandes commodités à risque de déforestation. À l'heure actuelle, il y a plus de la moitié des volumes des produits à risque de déforestation qui sont déjà présents sur la plateforme. Et donc, ceci est fait sur la base de données publiques et commerciales. Et donc, dès aujourd'hui, les acteurs de la filière cacao, de la société civile, des gouvernements, des pays producteurs et consommateurs peuvent tirer profit de ces données pour gérer les risques et pour promouvoir les efforts de production durable du cacao. Très rapidement, d'où viennent les infos qui sont sur la plateforme TRACE? D'un côté, on a tout ce qui est information, transactions d'import-export, donc la traçabilité des exportations
de cacao, donc du port d'exportation vers le port d'importation dans les pays consommateurs. Donc ça, ce sont des données qui sont relativement disponibles, souvent qui peuvent être achetées auprès des douanes des pays exportateurs. Sur la plateforme, vous pourrez voir, il y a déjà en ligne ces données-là pour le cacao colombien, péruvien et brésilien. Parce que la plateforme, historiquement, s'est concentrée plus sur les données d'Amérique latine à ce stade. Et l'autre volet, va être tout ce qui est traçabilité sous-nationale, donc chercher à cartographier les chaînes d'approvisionnement jusqu'au site de production. Donc là, c'est une combinaison, un recoupement d'informations plus complexe au travers du recoupement d'informations logistiques, de déclarations volontaires des entreprises, de données spatiales, de données de production, etc. Donc, par rapport au cacao et au cacao de l'Afrique de l'Ouest, donc vous voyez à l'écran la version pour le moment bêta ou démo de ce que sera la plateforme pour la Côte d'Ivoire. Donc normalement, d'ici début décembre, ces données vont être publiques sur la plateforme Trace. Et donc ce sont des données pour le moment qui sont les données nationales, c'est-à-dire les données d'export. Et là, vous voyez l'exemple, par exemple, des exportations pour 2018 vers l'Union européenne. À ce stade, donc ça, c'est les données d'export. Les données sous-nationales restent encore un challenge vraiment à consolider. À ce stade, avec l'information qui est disponible publiquement, on peut tracer environ 11% de la production jusqu'au niveau départemental en Côte d'Ivoire. Donc en fait, on constate que les informations qui sont publiées aujourd'hui par la plupart des grands traders chocolatiers sur leur approvisionnement ne permet absolument pas d'établir clairement les connexions entre les différents acteurs. Et souvent, les efforts de transparence qui sont faits sont plutôt faits par des petits acteurs à ce stade. Donc, ce qui pose problème, c'est surtout de connaître les connexions entre les traders et les chocolatiers, donc qui achète à qui et quel volume. Et également, quelles sont les données de production, qui sont souvent des données plutôt qui sont gérées par l'État et qui permettraient d'estimer la commercialisation indirecte dont je parlais avant, qui est une grosse inconnue. Mais bon, ce travail, il est en cours et on a bon espoir de pouvoir avec le croisement d'autres données aussi, améliorer ce niveau de connaissance de la chaîne d'approvisionnement dans les prochains mois. Donc l'enjeu de cette cartographie, c'est de pouvoir connecter les acteurs à l'information territoriale sur la durabilité et les risques liés à la production de cacao. Donc, on travaille à une échelle territoriale ou juridictionnelle. Donc, je disais par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est au niveau du département. Et c'est cette échelle qui est privilégiée parce qu'elle permet de prendre en compte les impacts au-delà de la plantation de cacao. Donc, sur cette base, il est possible d'identifier les risques de manière objective et non discriminatoire, sur la base de définitions communes et acceptées par l'ensemble des acteurs, et pour fournir une information simplifiée sur les territoires qui sont durables, ceux qui nécessitent un appui et leur progrès dans le temps. Donc, je vais vous parler très rapidement d'un exemple qui est l'Indonésie. Donc, l'Indonésie, on change de commodité agricole sur l'huile de palme. Donc, dans le cadre de ses efforts de promotion de la production durable d'huile de palme et de son dialogue politique avec l'Union européenne, l'Indonésie, ces derniers mois, a fait un travail intéressant de définition d'une série de 22 indicateurs de durabilité à l'échelle provinciale. Donc ces indicateurs, ils ont pour but en fait d'évaluer la performance des districts indonésiens en matière de durabilité pour valoriser leur production agricole durable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu quels sont les principes de base qui ont été adoptés par les parties prenantes et qui ont sous-tendu en fait le développement de ces indicateurs et l'obtention de ce consensus entre les différents acteurs. Alors, un des éléments intéressants, c'est que les parties prenantes ont choisi d'ancrer tous ces indicateurs dans la législation indonésienne et pour s'assurer qu'elles reflètent vraiment les priorités nationales.
Ils ont aussi été développés dans le cadre d'un processus approfondi de consultation multi-acteurs, donc vraiment avec évidemment les gouvernements des pays consommateurs et enfin, l'Union européenne dans ce cas-là, et le gouvernement indonésien, mais aussi les collectivités locales, le secteur privé, les organismes de certification, les ONG, etc. Et surtout, je pense qu'un élément très important, c'est que ces indicateurs ont été choisis en tenant compte de la disponibilité des données. Donc, ils sont uniquement basés sur des informations, des statistiques ou des données qui sont déjà collectées notamment souvent par les autorités indonésiennes. Donc, sur quelle base pourrait-on définir de manière consensuelle et opérationnelle la durabilité du cacao afin de pouvoir mesurer et gérer les risques qui sont liés? Alors aujourd'hui, et je pense qu'on en parlera aussi dans les sessions suivantes, on fait face à une multiplicité et superposition d'approches et de définitions, souvent incomplètes et pas toujours opérationnelles. Donc on a les différents standards et labels de certification qui diffèrent en termes de périmètre, de niveau d'exigence, auxquels se sont venus se superposer les programmes RSE des entreprises, qui d'ailleurs ont petit à petit remplacé la certification comme outil marketing, mais avec des cahiers des charges beaucoup moins détaillés. Et puis des initiatives multi-acteurs, comme l'initiative Cacao et Forêt, j'en parlais tout à l'heure, qui n'ont pas à ce jour réussi à définir la durabilité de manière plus opérationnelle, mais ont le mérite d'avoir mis l'accent sur la nécessité d'une implication plus forte des États et la mise en place de conditions habilitantes. Donc, il est peut-être souhaitable que les futures exigences des marchés consommateurs soient vraiment structurantes pour consolider ces différentes dimensions de la durabilité. Et surtout, et ça c'est une question aussi, pouvoir définir potentiellement des indicateurs positifs pour pouvoir faciliter le dialogue avec les pays du Sud et valoriser leurs efforts de durabilité. Donc, associer les données de durabilité avec les données de traçabilité à l'échelle territoriale permet d'identifier les risques et les acteurs en position de pouvoir changer les choses. Donc, la France actuellement, dans le contexte de la mise en œuvre de la SNDI dont on parlait en introduction ce matin, offre un premier exemple intéressant d'utilisation de ce type de données, notamment dans le cadre des discussions sur le soja, qui ont mis en évidence vraiment la nécessité d'adopter une approche pragmatique. Donc, la combinaison de ces données de traçabilité et de durabilité territoriale ont démontré, par exemple, que ce sont 3 municipalités de l'État de Mato Grosso au Brésil qui sont grisées sur la carte, qui concentrent 50% du risque de déforestation importée de la France. Et ceci impliquant vraiment seulement une poignée d'entreprises. De manière plus générale, au niveau des importations du soja du Brésil, pour les acheteurs français, la traçabilité et une plus grande transparence dans seulement 12% des municipalités productrices de soja permettraient de vérifier ce qui se passe au sein des exploitations agricoles qui sont responsables de 90% de cette déforestation importée. Donc ce genre d'analyse et d'interprétation de ces données de transparence qui sont de plus en plus disponibles permet vraiment en fait de simplifier la complexité du problème, d'identifier les priorités, d'analyser l'exposition des acteurs au risque et de pouvoir cibler l'action aussi sur les partenariats sur les acteurs qui ont le plus de leviers et aussi encadrer évidemment l'intervention publique. Est-ce que je peux vous demander de conclure? Merci beaucoup. Tout à fait, c'est ma dernière slide. Donc, pour finir, vraiment, quelques leçons apprises de ces expériences-là. Il est clair que de plus en plus de données sont disponibles sur la filière cacao et ses impacts. Donc, il est vraiment stratégique aujourd'hui pour les pays producteurs de cacao et leurs partenaires de saisir cette opportunité pour mieux gérer les risques et connecter les informations de production durable au marché. Ces efforts de transparence ils permettent donc la connexion avec les marchés consommateurs pour la gestion des risques à une échelle pragmatique et c'est important à un moindre coût. Parce qu'on accepte, c'est une vision basée sur les risques, donc on accepte un certain niveau d'incertitude, mais c'est un premier pas pour
pour avancer vers une traçabilité peut-être plus complète. Et dans ce processus-là, il est vraiment important d'ancrer les discussions sur la définition de la durabilité dans les cadres nationaux et la législation, et de viser le consensus d'un large éventail d'acteurs ayant des intérêts dans la production et la consommation durable de cacao. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir fourni ce temps pour partager ces perspectives. Et non, merci à vous pour nous avoir apporté toutes ces informations. Alors, ça fait une transition parfaite avec la présentation que va nous faire maintenant Régis Méritant, puisqu'on a parlé, on parle du marché mondial, on parle des zones de production, en particulier en Afrique, on a parlé de la France, du marché français, et on commence à parler aussi de l'échelle européenne. Et c'est la raison pour laquelle, et pour parler de ça et des initiatives que la Commission prend sur cette question, que je propose à Régis Méritant maintenant de nous exposer ce qui se passe, si possible en 10 minutes. Régis, si ça vous va. Merci Yann. Je voulais juste vérifier, vous m'entendez quoi? Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Je passe sur mon iPhone, j'avais une connexion. J'ai l'impression que oui, ça a coupé, mais j'ai l'impression que oui. Là, non, on ne vous entend plus. Là, on ne vous entend plus et vous êtes figé. C'est le degré 2 du stress pour l'animateur. Bon, là, on ne vous entend plus, vous êtes figé, toujours le degré 2. Le degré 3, c'est quand moi, je suis déconnecté. Ça, ce n'est pas encore le cas. Mais si vous disparaissez, on va commencer à traiter les questions-réponses en attendant votre retour. Ah, vous voilà probablement avec votre téléphone. Est-ce que c'est bon là? Oui, j'ai l'impression. Allez-y. Donc, merci de me donner l'occasion d'expliquer rapidement ce que fait et ce que va faire la Commission européenne sur cette question du cacao actuellement, sur ces questions durabilité environnementale, durabilité sociale. Alors, je reviens un petit peu en arrière rapidement sur pourquoi est-ce qu'on travaille sur le cacao? Parce que pour tous les enjeux qu'on a mentionnés, mais aussi parce que la Commission européenne représente l'ensemble de ses États membres au sein de l'Organisation internationale du cacao, comme elle le fait pour d'autres organisations internationales de produits de base, le café, le coton. Alors, le café, le coton, le cacao, c'est géré par la Direction générale du développement parce qu'on considère que c'est essentiellement vis-à-vis de l'Union européenne des enjeux de développement, même si naturellement il y a aussi des enjeux commerciaux. À l'inverse, par exemple, de l'organisation internationale qui s'occupe du sucre, qui est plus gérée, qui est gérée par la DG en charge des questions agricoles, pour d'évidentes raisons de production également de sucre au sein de l'Union. Donc, au sein de cette organisation internationale du cacao qui avait été créée au départ pour réguler le marché et qui est devenue, avec les libéralisations successives des marchés à la fin des années 90, une organisation qui essentiellement échange. Il va falloir que je me déconnecte de Zoom. Il va falloir que je me déconnecte de Zoom. Voilà. Cette organisation aujourd'hui regroupe les pays producteurs, les pays importateurs, et est une organisation où on échange essentiellement de l'information et on essaye d'avoir une certaine coordination de ce qui se passe sur cette filière cacao au niveau global. Alors, 2016-2017, ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric, des prix très bas. Et à ce moment-là, au sein de l'ICCO, la Commission européenne a proposé aux pays producteurs qui avaient commencé à essayer de réagir sur la baisse des prix, de venir à Bruxelles pour en discuter. Et c'était une façon aussi de marquer notre intérêt pour la question, non seulement du cacao, mais la question des prix sur ce marché du cacao. Et à l'époque, donc il y a maintenant 3 ans, en juillet 2017, on avait cette réunion à Bruxelles, et c'était étonnant de voir comment il était impossible de parler du prix avec les industriels, disons, que ce soit les traders ou les chocolatiers,
qui disait non, non, le prix c'est le marché, on ne touche pas à ça. Et côté pays producteurs, il nous disait de toute façon, c'est la faute des acheteurs, des industriels, des traders si les prix sont bas. Et là, effectivement, ils avaient tort. Ça a été précisé ce matin. C'est un marché qui est très compétitif. C'est un marché qui réagit très bien à l'offre et à la demande. Et ça a été expliqué aussi ce matin. Il y a une surproduction structurelle qui fait que les prix sont à la baisse, enfin, sont généralement assez bas. Et qui plus est, ça a été aussi très bien expliqué par Frédéric, la question de l'asymétrie des capacités de stockage accentue ce phénomène. Donc, pas d'accord en 2017, simplement une volonté des pays producteurs de continuer à réfléchir ensemble à cette question de comment faire pour obtenir un prix décent pour notre cacao. Et puis, il ne se passe plus grand-chose entre 2017 et juin 2019. Et brusquement, juin 2019, cette annonce des pays producteurs qui essayent d'imposer un prix minimum, de garantir un prix minimum sur le marché à 2600 $ la tonne. Première fois qu'on voit sur ce marché la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux principaux producteurs mondiaux, s'entendre sur une stratégie. Alors, on est un petit peu dubitatif de ce qui va se passer. Et en l'espace de 15 jours, 3 semaines, on se rend compte qu'ils sont capables d'obtenir un accord avec l'industrie, avec les acheteurs, sur ce qui a été appelé ce différentiel de revenu durable, Living Income Differential en anglais, de 400 $ par tonne. Et pour fixer les esprits, 400 $ par tonne, c'est 2 fois plus que la prime Fairtrade, qui elle-même est à peu près 2 fois plus que la prime d'autres types de certifications, si ce n'est plus. Donc un accord très rapide, et là on se dit, tiens, il se passe quelque chose qui est peut-être historique sur cette filière. Alors évidemment, ça s'explique, ça a été dit par le fait que les deux pays ensemble représentent près des 2/3 de la production de cacao, mais en même temps, que ça puisse se faire aussi vite à un niveau, ça nous a quand même fait penser qu'il y avait peut-être une carte à jouer. Et à ce moment-là, on s'est dit, au sein de la commission, au sein des différentes directions générales, que ce soit la direction générale du commerce, la direction générale de l'environnement, il y a peut-être une carte à jouer. Et ce qu'on a proposé, et qui est la base de notre initiative, c'est de rentrer dans un dialogue vraiment intensif avec les pays producteurs et tous les acteurs de la chaîne pour lier notre soutien à cette initiative sur les prix à des avancées significatives en matière de production durable, que ce soit sur le plan environnemental, zéro déforestation, sur le plan social, zéro travail des enfants. On est parti du principe que cette initiative sur les prix ne serait durable que si l'industrie, quand je dis l'industrie, donc tous les acheteurs, industrie et traders, chocolatiers, l'industrie continuerait à accepter de payer un prix plus élevé pour le cacao si elle avait en retour un produit sur lequel elle puisse vraiment communiquer de manière convaincante sur le fait que le produit avait changé. C'est-à-dire qu'on n'était plus sur du cacao, mais qu'on était sur du cacao durable. Et de la même façon qu'on peut faire un parallèle entre le fait qu'on payait 30 € un téléphone portable il y a une dizaine d'années et qu'aujourd'hui on accepte de le payer 300 €, même s'il rend des services différents, ben c'est la même chose. Se dire, voilà, comment passer un cacao durable, comment définir tous ensemble un cacao durable. Et si ça nous a paru réaliste, c'est aussi, comme ça vient d'être présenté par le BASIC, parce qu'au final et en moyenne, 400 $ de plus, qui est la prime actuelle sur la tonne de cacao, c'est 1% d'augmentation moyenne des produits. Un doublement du prix, c'est 5%. La prime étant effectivement de l'ordre de 20% du prix de la tonne de cacao. Alors, on a d'abord communiqué ça, on a d'abord pris attache avec les pays producteurs, avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. On a engagé un dialogue d'abord pour tester le fait que ces deux pays étaient bien intéressés à travailler avec nous là-dessus. C'est chose faite. On a eu des dialogues au plus haut niveau, tant avec la Côte d'Ivoire que le Ghana. C'était la première chose. On travaillait assez peu
sur le dialogue politique avec ces pays jusqu'à maintenant. Donc, ça y est, c'est parti. Et on a lancé le 22 septembre officiellement, ça avait été déjà annoncé en juin, donc une initiative pour avoir un dialogue multi-acteurs en Europe sur cette question-là, de manière à nourrir le dialogue politique que nous avons au niveau bilatéral. Alors, ce dialogue politique, ça a été lancé de manière assez officielle. Deux commissaires ont lancé ça, le commissaire au développement et le commissaire au commerce. Ça avait été déjà annoncé en juin avec une réunion où les trois commissaires et le Parlement européen s'étaient exprimés. Donc, le commissaire au développement, le commissaire au commerce et le commissaire à l'environnement. Donc, côté commission, ça y est, c'est quelque chose qui prend une place importante dans nos activités de coopération dans ce domaine. Je pense que ça illustre parfaitement cette volonté de Green Deal, qui est une des grandes priorités de la Commission. La Commission aussi a pris des engagements sur les questions sociales, sur le travail des enfants. Ça a été évoqué ce matin par la secrétaire d'État. C'est tout à fait en ligne avec ce qui se prépare en termes de législation horizontale contre la déforestation importée, sur les questions de due diligence, sur les droits humains, les droits sociaux que prépare la DG Justice. Donc, on est là dans un espèce d'alignement des planètes qui voit aussi les grandes compagnies chocolatières demander au Parlement européen, demander à la Commission européenne de légiférer en nous disant ce que nous avons fait jusqu'à maintenant en termes de certification, en termes de traçabilité, n'est pas suffisant. Nous n'arrivons pas à convaincre le consommateur que ce que nous faisons est réellement significatif. Et aujourd'hui, cet alignement des planètes, c'est de voir qu'on a à la fois les organisations de la société civile, de protection de l'environnement et la grande industrie, les multinationales du chocolat, Mondelez, Barry, Nestlé, qui viennent et nous demandent la même chose. Faites en sorte que nous soyons crédibles et quelque part, nous pouvons payer plus cher ce produit. Donc ça, c'est effectivement, Yann disait que notre initiative pourrait être un game changer. Je crois que ce qui est game changer, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Et la Commission se propose de jouer ce rôle de honest broker entre les différentes parties, avec ce dialogue en Europe et avec le dialogue au niveau des pays. Ça se traduit par d'abord très rapidement un premier programme de 25 millions qu'on a mis en place cet été qui commence tout de suite pour accompagner ce dialogue politique en Côte d'Ivoire, au Ghana et également au Cameroun, car le Cameroun est intéressé à rejoindre l'initiative. Et donc là, avec les trois pays, on a déjà pas loin de 70% de la production mondiale de cacao, le Nigeria derrière, l'Indonésie, l'Équateur. On va essayer aussi, en continuant à travailler au sein de l'Organisation internationale du cacao, d'amener les autres pays à adhérer à ces initiatives. Et on va travailler sur, je dirais, quatre directions qui ont été largement abordées ce matin. Et je suis très heureux de voir une grande convergence dans nos façons de penser. D'abord, il y a cette question des prix, cette question de ce qui se passe sur le marché, comment les prix se forment. On a travaillé là-dessus avec le BASIC. Le BASIC, on leur a demandé maintenant de voir quelle était l'élasticité prix côté demande, quel était le consentement à payer, pour mettre ça sur la table dans le dialogue politique, jusqu'où on peut aller en termes d'augmentation des prix sans faire baisser la demande effective. On va avoir un travail aussi sur le standard. Comment définir ensemble ce qu'est le cacao durable? Est-ce que c'est, comme ça a été discuté ce matin, le fait, et j'ai beaucoup apprécié l'idée qu'un cacao durable, ce serait peut-être arrêter de remplacer des forêts par des agroforêts et maximiser ce qui se fait dans les agroforêts de manière à ce qu'elles ressemblent le plus possible à des forêts. Donc, il va falloir discuter de ces standards et trouver ensemble un standard sur lequel on s'accorde, tant dans les pays producteurs que côté européen pour l'importation. Il va falloir ensuite, et là on va aussi travailler avec European Forestry Institute, dont Adeline vient de présenter les activités, sur comment tracer cet accord qu'on aura sur un standard, ces questions de traçabilité, tant pour la déforestation d'ailleurs que pour le travail des enfants.
Et enfin, le quatrième, qui est le quatrième simplement parce que j'en parle en dernier, mais qui est sûrement pas le moins important, comment est-ce qu'on produit durablement sur un plan agronomique? Et là-dessus, bien sûr, on travaille déjà beaucoup avec le CIRAD. On travaille à la traçabilité avec le Centre commun de recherche de l'Union européenne. Donc, avec ces 4 directions, on se dit on devrait pouvoir avoir toutes les pièces de ce puzzle complexe. On a insisté aussi ce matin sur la complexité, qui devrait nous permettre peut-être d'arriver à des accords clairs, reconnus de tout le monde, avec les pays producteurs sur une définition du cacao durable qui répondrait, du fait qu'il serait payé à un prix plus élevé, dans un système où tout le monde serait à égalité, payer plus cher, vendre plus cher, sans faire baisser la consommation, qui nous permettrait d'arriver pour la première fois à un produit agricole vendu sur le marché, une commodité agricole, qui devienne effectivement durable. Ça voudrait dire quoi? J'en parle en 2 minutes parce que ça a été aussi abordé ce matin. C'est quoi le futur de la production de cacao? Ben, je crois que c'est la fin des booms du cacao. C'est la fin de l'arrivée d'un nouvel acteur majeur sur le marché du cacao qui aura sacrifié une partie de sa forêt pour une nouvelle production. Ça veut dire quelque part arriver peut-être à figer la production de cacao là où elle est produite aujourd'hui, de manière à alimenter un marché mondial, sans avoir non plus comme objectif de faire que tous les Chinois et tous les Indiens se mettent à consommer du cacao. En termes de sécurité alimentaire au niveau global, il y a des enjeux énormes sur la production de céréales, de staple foods, probablement pas aussi indispensable sur doubler ou tripler ou quadrupler à 20 ou 30 ans la production de cacao, mais s'assurer que là où le cacao est produit, il est produit de manière durable, qu'il permet à la fois aux producteurs d'avoir des revenus décents, à la fois aux pays producteurs comme le Ghana et la Côte d'Ivoire d'avoir des finances publiques équilibrées. Ça a été mentionné ce matin, c'est capital en tout cas pour ces 2 pays. Donc voilà plus ou moins la landing zone qu'on a en tête. Dernier point, c'est qu'on a au sein des États membres des initiatives spécifiques sur le cacao, que ce soit en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Et je suis heureux aussi de voir que côté français, ça bouge. Vous m'avez donné l'occasion de prendre contact et d'expliquer du côté de mes compatriotes ce qu'on faisait. Donc, je pense que c'est le début d'une collaboration. Je resterai bien sûr à votre disposition et j'espère qu'on va continuer à parler de ça dans les semaines et les mois qui viennent ensemble. Merci encore Yann et merci à l'IDRI de nous avoir donné la possibilité. Et non, merci à vous. Merci pour non seulement ces informations, mais aussi cette tonalité d'espoir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir se projeter comme ça de manière positive avec cette idée de la fin d'un système qui a généré à la fois beaucoup d'insécurité, de pauvreté et de déforestation. On a beaucoup de questions. J'ai essayé de les noter, pas vraiment de les regrouper, mais je vais peut-être essayer quand même de vous les indiquer et d'indiquer à qui elles se posent. On a notamment la question, alors je vous propose qu'on la traite éventuellement plutôt cet après-midi, de la manière dont on peut reconnaître économiquement l'agroforesterie. Qu'est-ce qui existe pour que l'agroforesterie, etc., soit reconnue dans le marché, dans le prix, etc. Ça, je pense que c'est plutôt quelque chose que je vous propose de renvoyer cet après-midi. C'est une question de ce matin tôt que je n'avais pas vue. Il y a une question économique qui est est-ce que du coup, avec cette chaîne de valeur, là, elle se pose par exemple à Frédéric ou au Basique, par exemple. Est-ce qu'avec la chaîne de valeur telle qu'on l'a montré, cette concentration entre des gros acteurs, au sens vraiment où ils prennent une grande part du marché, d'une part, quelqu'un demande est-ce qu'il y a de la place pour un nouvel acteur? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait arriver avec d'autres pratiques, etc., sur ce marché? Et deuxième question qui est en lien avec celle-là, qui est de dire, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans un fonctionnement un peu comme dans le domaine de l'information ou d'autres choses avec des GAFAM, c'est-à-dire un oligopole ou un quasi-monopole avec les inconvénients qu'on connaît de ce système et qui, quelque part, permet en gros de bloquer l'ensemble du système et de rester dépendant
quelque part de ce système. Donc là, voilà, ça c'est une première question. Il y a une question insistante qui est revenue 2 fois sur, pour le basique, pour savoir si vous avez fait le calcul de votre analyse de valeur pour les gens qui font, pour les torréfacteurs, les gens qui font eux-mêmes leur chocolat à partir du cacao. C'est une toute petite partie de la production, mais elle est en général de qualité. C'est là qu'on trouve le meilleur chocolat. Est-ce que vous avez fait l'analyse de la répartition de valeur? Parce qu'effectivement, c'est intéressant, si vous l'avez fait, de la comparer avec le chocolat vendu en grande distribution des marques. Voilà, est-ce que donc je regarde ça. Est-ce qu'on a aussi, oui, une question pour Frédéric sur la manière dont tu as parlé au début du vrac et de cette pratique de mélanger. Est-ce que ce mélange au sein des cargaisons de bateaux s'applique aussi au bio? Parce qu'évidemment, dans ces cas-là, c'est un problème. Est-ce que quand on consomme du chocolat bio, il est en fait comme le reste en masse balance, c'est-à-dire on achète en réalité quelque chose dont on ne sait pas s'il est bio, mais qui a donné lieu à une production équivalente en bio quelque part. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose pour le consommateur et ce qu'il ingère. Je crois que je connais la réponse, mais je te laisse la donner, Frédéric. Enfin, mais ça renvoie un peu à des questions qui ont été touchées par chacun, et notamment par Régis Méritant. Une question qui date il y a un moment de José Tissier, qui dit au fond, est-ce qu'il est possible d'imaginer une sorte de stratégie, c'est moi qui la reformule comme ça, de sortie par le haut, c'est-à-dire pour l'Afrique de l'Ouest, est-ce que en se focalisant, même en concentrant sa production sur le bio, l'équitable et le social, pour le dire rapidement, est-ce que c'est possible d'imaginer comme modèle économique et de production pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, on pourrait dire, ce modèle? C'est-à-dire, dit autrement, est-ce que ces marchés qui sont des marchés de niche aujourd'hui pourraient donner lieu à une généralisation qui change quelque chose sur la structure économique? Alors, je vais peut-être donner la parole aux uns aux autres sur ces questions dans l'ordre des interventions. Donc, je commencerai par Frédéric, si tu es là pour les questions qui t'ont été adressées. Et peut-être, entre-temps, pendant que tu y réponds, je regarde s'il y en a une autre pour toi. Oui, bien sûr, je suis toujours là. C'était vraiment passionnant et voilà, je dois dire que moi-même, j'apprécie beaucoup les échanges qu'il y a aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour des nouveaux acteurs? Oui, en fait, il y a même beaucoup de nouveaux acteurs aujourd'hui sur le marché du cacao, avec le développement, notamment de ce qu'on appelle le bean to bar, des origines contrôlées, alors parfois par des acteurs existants. Le problème, sans trop empiéter sur la session de cet après-midi, c'est que pour l'instant, on est ce qu'on appelle en termes de marketing dans du complément de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, on a des nouveaux acteurs qui viennent proposer un nouveau produit qui vient en plus des produits existants. Donc, on ne remplace pas le chocolat conventionnel qui continue à poser les problèmes qu'il avait par du chocolat bio, équitable, etc. On propose une autre option aux acheteurs et en fait, on agrandit les rayons chocolat. Il n'y a qu'à aller pour ceux qui vont dans les grandes surfaces, je n'y vais pas souvent, mais j'y vais de temps en temps. Les rayons chocolat se sont étendus en proportion des nouvelles offres et de la quantité de labels qui a augmenté. Donc ça, c'est le problème. La vraie question, en fait, c'est comment est-ce qu'on remplace le fonctionnement actuel par un fonctionnement qui est plus vertueux, meilleur, etc. Et donc, du coup, là, la réponse, c'est faire sans les 4 grands acteurs? Non, probablement pas. Ou alors, il faudrait qu'ils se retirent du marché et qu'ils se laissent remplacer par d'autres, ce à quoi je ne crois pas beaucoup. Donc, il faut que ces acteurs acceptent d'évoluer. Et aujourd'hui, on l'a dit, il y a sans doute plein de raisons qui font qu'ils ne veulent pas évoluer ou qui ne peuvent pas évoluer d'après leur discours à eux. Après, il faut faire le tri. Est-ce que c'est une question d'investissement? Est-ce que c'est une question de volonté, etc. Il faut bien comprendre que ce n'est pas des acteurs qui sont que sur le secteur du cacao. Cargill, aujourd'hui, est un élément central sur la stratégie de durabilité, sur la question du soja, sur la question de l'huile de palme, sur la question des céréales. En fait, ce n'est pas le problème du cacao. Là, le problème, c'est le problème du marché de l'agroalimentaire mondialisé. On a quelques acteurs qui tiennent les rênes, en tout cas sur un segment, notamment qui est le transport et la première transformation. On ne va pas pouvoir faire sans eux. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on sait, et notamment des études qui ont été menées grâce aux données de trace, c'est que les engagements volontaires des entreprises comme Cargill, comme Bunge, etc., ne portent pas leurs fruits. Donc, quelle est la prochaine étape?
Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin que ce qui a été essayé dans le cadre des engagements volontaires? Mais j'empiète un peu sur cet après-midi. Non, heureusement, on ne peut pas faire du mass balance sur le bio. Est-ce que ça veut dire que personne ne le fait? Non, il y a de la fraude, mais ça reste de la fraude et ça reste a priori marginal. Donc, on ne peut pas faire ça. Et c'est ça qui est intéressant, on en parlera aussi cet après-midi, avec le bio, qui ne répond pas à toutes les problématiques, mais qui apporte en tout cas une réponse à la question de la traçabilité. Dernier point sur la généralisation d'un cacao plus durable et plus social. C'est pas seulement est-ce que c'est une possibilité, c'est qu'à mon sens, je crois que Régis vient de très bien le synthétiser, c'est la seule voie aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a un modèle économique qui repose en très grande partie sur l'exportation de cacao. S'ils veulent continuer à bénéficier de cet apport économique, s'ils veulent rester un acteur majeur de la production de cacao, ils doivent aller vers ça. Parce que sinon, c'est leurs producteurs qui vont baisser les bras. C'est leurs producteurs qui vont arrêter de faire du cacao, qui vont se tourner vers d'autres produits et ça va poser d'autres problèmes. Et je crois que le gouvernement de Côte d'Ivoire en a conscience, le gouvernement du Ghana aussi, et que c'est pour ça qu'ils ont engagé en partie ce bras de fer aussi avec les acheteurs. Donc oui, ce scénario, il est envisageable. Il se heurte à beaucoup de limites, mais comme c'est un peu le scénario de la dernière chance pour ces produits-là, on peut espérer qu'avec des partenaires comme l'Union européenne, on s'achemine vers quelque chose de plutôt satisfaisant dans les prochaines années. Merci beaucoup Frédéric. Je me tourne maintenant vers le basique. Vous avez notamment deux questions un peu de chiffres qui vous sont posées. Une qui est juste, je pense que tout le monde n'a pas compris cette idée que en doublant le prix payé aux producteurs, on n'aurait qu'une augmentation de 5% de la valeur de la tablette. En fait, il y a une question là-dessus. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ça? Et une deuxième, vous avez une question un peu plus complexe de Pierre Ricot sur YouTube qui dit avec une TVA à 20% et un chocolat hors taxe à 9 €, on devrait avoir des taxes supérieures à plus de 1,8 € sur la distribution, non pour l'interrogation. Voilà, deux questions pour vous. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Et pour Adeline Dontanville, pour que vous puissiez vous préparer, vous avez une question sur notamment comment vos démarches s'insèrent dans les démarches MRV RED des pays producteurs. Voilà, je donne la parole au basique. Bonjour à tous. Du coup, je vais commencer à faire quelques réponses, puis je laisserai Marion compléter. Je vais commencer par la dernière question que tu posais, Yann. Cette question de 5%. En fait, c'est une simulation particulière. Ça dit toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs dit la chose suivante. Vu la répartition de la valeur que nous avons aujourd'hui sur la chaîne que vous avez vue, on a fait une simulation sur tout le marché français, pas que sur les tablettes, c'est si on prend tous les produits en compte. On s'est dit, que se passe-t-il si demain le prix mondial du cacao double? Et ce que veut dire toute chose égale par ailleurs, c'est que tous les acteurs gardent la même marge en euros par kilo. Si on a cette condition de remplie… Et non pas en pourcentage. Et non pas en pourcentage, je vais revenir là-dessus. Ce qui est du coup une hypothèse, mais c'est important de l'avoir en tête pour voir ce que ça donne. Si on a cette hypothèse-là, ce qui veut dire que ça ne touche pas la profitabilité en euros, en centaines ou millions d'euros qui sont faits, alors on a plus 5% aux consommateurs. C'est ça que nous dit la façon dont la chaîne est faite. Maintenant, oui, on sait bien qu'il y a potentiellement une logique d'un certain nombre d'acteurs d'appliquer un pourcentage sans se préoccuper de la question de ce que ça donne en euros par kilo. Et à ce moment-là, on peut avoir une amplification. Mais nous, on a fait d'abord une hypothèse déjà pour remettre sur la base ce que ça donne. Si on ne touche pas la profitabilité en euros par kilo, ça nous semblait important. Ça me permet de faire un point qui me paraît nécessaire en complément de notre discussion pour juste aller un cran plus loin par rapport à ce que nous disait Frédéric. On a aussi documenté dans notre rapport un peu étendu la question de la concentration des parts de marché aux différents maillons, de voir comment ça se joue. Je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est que cette concentration, souvent on a un impensé derrière la tête qui serait de dire c'est forcément, ça veut dire un pouvoir de négociation sur l'amont. Et on voit essentiellement ça en fait. Ce que nous, on montre à travers la modélisation qu'on a faite, c'est qu'il n'y a pas que ça qui est en jeu. C'est aussi une question de concurrence. Et être en oligopole ne dit pas qu'il n'y a pas de concurrence. Il peut y avoir une concurrence comme on l'a sur les supermarchés, parce que c'est quand même peu documenté. On a beaucoup parlé du milieu de chaîne. Il ne faut pas oublier la concentration du pouvoir des supermarchés, qui n'est pas que sur le cacao et le chocolat, mais qui est importante et qui joue entre eux une véritable guerre des prix. Pas sur tous les produits, mais sur un certain nombre, que nous, on retranscrit bien dans un certain nombre de nos archétypes de modélisation. Et donc, il faut bien avoir toute cette mécanique en compte, c'est-à-dire
Concentration du pouvoir, certes, ça veut dire une capacité de négociation. Ça veut aussi dire potentiellement une concurrence qui peut être très féroce entre ceux qui restent là, un maillon de la chaîne. Et ça veut dire aussi une concurrence très forte entre des maillons qui sont en oligopole, notamment les distributeurs, les marques et justement les transformateurs et les négociants. Donc, c'est plus complexe que juste dire où est-ce que c'est plus concentré, qu'est-ce que ça a comme impact que sur l'amont. Ça, je pense, c'est important et ça ressort beaucoup de nos estimations. J'en finis parce que tu les as pas cités, mais il y a 2-3 questions très rapides qu'on a vues sur le chat. Le poids des labels aujourd'hui, au Rainforest Oud, c'est estimé à 25% de la production mondiale. Fairtrade, commerce équitable, ça serait peut-être autour de 6%, 7%. Et la bio, 3%. Attention, il y a des doubles, triples certifications là-dedans. Donc, il ne faut pas faire la somme de tous ces pourcentages qui nous font plus de 30. En fait, on est à moins que ça parce qu'il y a des organisations qui ont parfois tous ces labels-là en même temps, quoi. Mais ça donne un peu un ordre de grandeur. Et aussi, attention, tout n'est pas commercialisé aux conditions du label. Notamment, c'est vrai pour le commerce équitable, mais c'est vrai aussi pour Rainforest et Oots. Donc, on peut être certifié et vendre au prix classique du conventionnel. Il y a une autre question qui nous paraissait importante et je laisserai Marion compléter sur la question de ne faut-il pas une certification pour valoriser les terroirs et la qualité? Juste remettre dans un contexte, il n'y a pas que la certification. Il y a aussi des choses qui s'appellent les indications géographiques. Alors, ça dépend si vous rentrez ça dans la catégorie certification, mais il ne faut pas voir ça comme des labels socio-environnementaux dont on a l'habitude, même avec traçabilité. La question des terroirs, c'est aussi des dynamiques qui sont les AOP en France. On l'a dans le café, par exemple, avec le café du Brésil, une marque extrêmement connue qui est toute une dynamique d'indication géographique à l'échelle d'un pays. Donc, ça existe ailleurs. On les a à d'échelle plus petite, toujours dans le café sur l'Éthiopie. On a des choses qui sont en train de se mettre en place au cacao là-dessus. Donc, il y a des capacités d'avoir autre chose que la certification comme outil de cette valorisation des terroirs. Et puis, donc, je vais laisser Marion répondre pour le Bean to Bar, juste pour vous dire que l'outil qu'on est en train de faire, on est en train de discuter avec les différents partenaires, donc Régis au nom de la DG DEFCO, mais aussi l'ICA et la FAO pour voir justement dans les mois qui viennent comment le mettre à disposition. Mais l'idée n'est pas d'en faire un outil payant, mais plutôt quelque chose qui soit au bénéfice de la communauté des acteurs de la chaîne pour pouvoir documenter, comme disait Marion, ces discussions dans les mois qui viennent. Ça répond à une des questions qui a été posée, effectivement, de savoir si à un moment donné, ça sera accessible, cet outil. On est en train de travailler. Merci Marion pour un complément de réponse rapide. Sur le Bean to Bar, effectivement, on n'a pas encore investigué ces chaînes en particulier. Elles seraient très intéressantes d'ailleurs à investiguer et justement à comparer avec ce qu'on a déjà sur des chaînes plus longues. Mais je pense, ceci dit, que quand on ferait des Bean to Bar, je pense que ce serait plus des cas d'études puisque c'est très spécifique. Ce sont des chaînes qui ont des acteurs très particuliers et donc du coup, on serait vraiment dans des cas d'études spécifiques et pas du tout dans une généralisation comme on a été capable de faire sur des produits vendus en GMS. Et enfin, il y avait une petite question sur les facteurs immatériels et de poser notamment est-ce que les facteurs immatériels ne sont pas quand même liés à certains facteurs physiques. Oui, il y a un lien forcément. Cacao veut dire qu'il y a faible, donc il y a forcément un lien avec un facteur physique, mais qui est quand même très distendu. Je vais utiliser une image quand par exemple, si on est sur une vente de tablettes Lindt, quand il va vous vendre une tablette, les pubs que vous voyez, elles vont plutôt mettre l'accent sur la transformation du chocolat, le travail du fameux chocolatier avec sa toque de chef, etc. Ils vous vendent un imaginaire autour de la marque. Et ça, cette tablette Lindt, ce sont des best-sellers. Et pour le coup, il n'y a pas du tout de mention d'origine ou de... Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que quand même, la traçabilité et la valorisation du paramètre physique qu'est la fève et son origine, etc., est vraiment liée à des niches plutôt de marché encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans les tablettes certifiées bio et commerce équitable. Il faut espérer qu'un jour, on aura une identification par le consommateur des variétés de cacao, comme on a pour les cépages dans le vin, par exemple. C'est ça. Je n'ai pas répondu à la question de Pierre Rico, mais je ne l'ai pas bien noté en fait. Je sais pas si alors, il dit, avec une TVA à 20% et un chocolat hors taxe à 9 €, on devrait avoir des taxes supérieures à plus de 1,8 sur la distribution. Ça, on pourra rentrer dans les... non, parce que le chocolat au lait, il est à 8 et quelques, en fait. Il est moins cher. Ça peut être étonnant d'ailleurs, mais c'est une des découvertes aussi. On a les sorties de caisse. C'est ça, la TVA chocolat au lait est moins élevée. Hein. Alors, non, la TVA chocolat est plus élevée, parce que ce n'est pas un produit de consommation courante ou de première nécessité, tel que le dit la législation française. Mais surtout, autant on est à 9,32 € le kilo pour du chocolat noir, autant le chocolat au lait, c'était dans les diapos de Marion, on est à presque, peut-être pas 10% moins cher, mais entre 5 et 10% moins cher. Parce qu'il y a plus de concurrence sur le chocolat au lait. Et c'est un produit qui est moins valorisé. Donc, du coup, on voit justement cet effet de concurrence entre la grande distribution qui fait que ça paraît curieux, mais voilà un produit, on a plus de TVA et en plus, c'est vendu moins cher. Donc, ça amplifie cet effet d'étau qu'on a sur la chaîne qui est vraiment compliqué sur ce segment-là, quoi.
Merci beaucoup. Adeline Dontanville, vous avez notamment une question sur la manière dont s'insèrent les démarches dans les MRV oui, les démarches de durabilité carbone, etc., des pays producteurs. Je ne sais pas si vous êtes là, je vous vois. Oui, je suis là. Oui, je vous vois. Oui, non, c'est une très bonne question. Cette question, en fait, sur quels indicateurs on base la définition de la durabilité, elle est propre aux parties prenantes de décider. Dans le cadre de cette collecte d'informations globale que fait la plateforme Trace, tout ce qui est question de suivi satellitaire des forêts, etc., c'est basé sur les informations publiques internationales, donc notamment les données de Global Forest Watch, les alertes de certains systèmes d'information d'alerte tels que celui de Mighty Earth pour certaines commodités, etc. Donc ça, c'est dans le cadre d'une plateforme globale, transparente, qui n'est pas liée à un processus spécifique. Après, quand on rentre dans comment cette information pourrait appuyer la définition de la durabilité à l'échelle d'un pays producteur, d'un dialogue politique entre marché consommateurs et pays producteurs, là, la question se pose réellement de savoir quelles sont les sources d'informations qui sont choisies et qui sont jugées par les parties prenantes comme étant les plus légitimes et les plus valables. De notre expérience dans la discussion dont je parlais tout à l'heure avec l'Indonésie sur l'huile de palme, ça a été un vrai challenge, hein, cette multiplicité des sources d'informations, notamment sur certains indicateurs environnementaux ou de biodiversité. Et sur la définition de lequel doit être considéré comme étant officiel. Donc effectivement, moi j'ai envie de dire c'est aux parties prenantes de cette discussion de définir cela, et j'ai envie de dire aussi que idéalement, si le pays a mis en place un système de suivi national des forêts, un système MRV fiable et transparent, idéalement cette information devrait être primordiale pour alimenter ces systèmes de gestion des risques. Merci beaucoup. Je vais, sans tarder, passer aussi la parole à Régis Méritant. Régis, vous avez notamment des questions qui portent sur comment est-ce que votre dispositif compte faire appel à la recherche, aux chercheurs, et notamment aux chercheurs et aux capacités de recherche dans les pays de production. Par exemple en Afrique de l'Ouest, etc. Je crois que vous avez des questions là-dessus. Est-ce que tout est bouclé quelque part, ou est-ce que vous allez vous appuyer sur les capacités de recherche dans les pays producteurs? Et puis on en terminera là. Je donnerai la parole ensuite à Christophe Ducastel, chargé de mission biodiversité de l'AFD, pour qu'il conclue. Désolé Christophe, et désolé à tous, je suis très mauvais dans ma tenue du temps, on a une demi-heure de retard, ça ne me laissera pas le temps de torréfier une barre de chocolat pour le déjeuner, ni de préparer une choucroute, mais on n'aura qu'une heure pour déjeuner avant la reprise à 14h. Régis, puis Christophe. Et il y a une question aussi sur YouTube très intéressante sur la norme ISO cacao durable, que je vous propose de prendre cet après-midi au moment où on parlera précisément des certifications et des normes. Merci beaucoup. Merci Yann. Alors, sur la mobilisation de la recherche, évidemment, c'est totalement ouvert. C'est pas non seulement ouvert, mais c'est également en cours. Nous finançons notamment une partie du travail que fait dans le cadre d'une opération qui s'appelle Désira, le CIRAD en Côte d'Ivoire, avec notamment Patrick Jagoré, avec certains de nos auditeurs du Centre commun de recherche de ISPRA et de Séville. Donc oui, le dispositif en place est totalement ouvert. On va pouvoir faire travailler tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose, à mettre ensemble toutes les pièces du puzzle que j'évoquais dans ma présentation. Je voudrais rapidement dire un mot en complétant la réponse à la question qu'a faite Frédéric sur la généralisation du mondial durable. Oui, on a aujourd'hui le sentiment que c'est possible. On n'a pas le sentiment que c'est facile, mais on a la conviction que si ça ne se fait pas sur le cacao, ce sera vraiment extrêmement difficile de le faire sur un autre produit. Parce que le cacao n'est pas concurrent de production des pays du Nord. Parce que le cacao, à l'inverse du café, est produit dans des pays où les structures de production sont les mêmes. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, de la petite agriculture.
Ce n'est pas le cas de la production de café entre le modèle de production au Brésil, en Colombie ou au Vietnam. C'est la facilité qu'on a à communiquer avec ces pays, à travailler ensemble. Et c'est surtout, et là je veux insister là-dessus, parce qu'il y a cette initiative sur les prix qui a été prise par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Encore une fois, c'est historique. Et ça veut dire, ça a été dit aussi ce matin, que ça passe forcément par un dialogue avec les pays producteurs, un dialogue d'égal à égal sur leur politique publique, sur nos politiques publiques et comment les faire coïncider. Aujourd'hui, on a la conviction qu'il y a vraiment la possibilité d'un accord gagnant-gagnant pour tous les acteurs de la filière. Et je remercie Christophe d'avoir reprécisé que toutes choses étant égales par ailleurs, en conservant chacun ses profits, il était probablement possible d'augmenter significativement le prix du cacao. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie a peur de voir se répéter ce qui s'est passé sur le boycott de l'huile de palme, sur le cacao et sur les produits chocolatés. Ça, c'est quelque chose que tous ceux avec qui on a pu discuter, je pense qu'on a pu discuter avec tous, nous ont dit, que ce soit les chocolatiers ou que ce soit des traders comme Cargill ou Olam, pour qui, bien sûr, ils ne sont pas que traders de cacao, mais ils sont traders et ils ont tout autant intérêt et envie de continuer à vendre du cacao que de vendre du blé ou d'autres produits. Voilà, je m'arrêterai là pour insister sur vraiment cette fenêtre d'opportunité qui existe aujourd'hui et qui est la principale explication des gros moyens et de cette volonté forte du côté de la Commission, un, de travailler avec tout le monde, et deux, d'essayer d'avancer sur cette question de cacao durable. Voilà. Et encore merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup, merci à vous. Ça montre bien qu'effectivement l'importance de parler de cette question parce qu'effectivement cette commodité a un rôle particulier. Elle pourrait être un peu le navire amiral, on pourrait dire, des initiatives de durabilité, pas seulement au nord, mais justement au sud. C'est vraiment le point sur lequel une note d'espoir est permise aujourd'hui. Sur cette note d'espoir, je donne la parole à Christophe Ducastel, qui est spécialiste des notes d'espoir, qui est donc le chargé de mission biodiversité de l'AFD. Que la plupart de nos auditeurs peut-être connaissent parce qu'il est à la manœuvre sur ces questions depuis longtemps, notamment via le comité scientifique et technique forêt de l'AFD et soutien de la SNDI. Christophe, à toi la parole pour quelques mots de résonance, conclusion par rapport à ce qui a été dit. Bon, merci Yann de me donner la parole. Je vais essayer d'être très bref pour ne pas aggraver notre retard. Et bon, d'abord très rapidement remercier les différentes présentations qui ont été faites, qui m'ont semblé toutes pertinentes et particulièrement intéressantes. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais tenter de faire une petite synthèse, si vous voulez bien, des différents points qui me semblent devoir être relevés. Alors l'exercice est difficile dans la mesure où je voudrais pas anticiper sur les discussions de cet après-midi qui, je n'en doute pas, seront tout aussi passionnantes que celles de ce matin, mais peut-être relever deux, trois points qui me semblent d'importance, qui ont été discutés ce matin. Le premier, c'est sur la question des standards de durabilité. Je crois qu'il y a eu toute une série d'échanges qui ont eu lieu sur cette question-là, sur la pertinence de promouvoir des agroforêts versus la stabilisation des écosystèmes cacaoyers existants et de la préservation et de la régénération des vergers. Je pense que cette question-là est d'importance et qu'il faut la laisser dans le paysage parce que elle conditionne un certain nombre d'actions qui pourront être mises en œuvre, que ce soit en termes de politique publique ou en termes de certification. Donc ça, je crois que c'est un point qu'il faut garder en tête, me semble-t-il. Deuxième point qui lui aussi a été beaucoup discuté et qui me semble tout à fait pertinent, en tous les cas qui doit faire l'objet d'une attention accrue de notre part, c'est la question de la traçabilité versus mass balance. Et je crois que là, on a, avec cette filière cacaoyère, un exemple particulièrement intéressant pour essayer de construire des dispositifs de traçabilité qui nous permettent effectivement de nous rassurer, que ce soit en termes de produits consommés qu'en termes de lutte contre la déforestation.
Cette question de la traçabilité n'est, à mon avis, toujours pas tranchée ou en tous les cas pas résolue, mais je pense qu'il y a un exercice et un travail à faire. Et donc, je compte là, par exemple, cet après-midi sur ce qui pourra être dit aussi bien à travers les systèmes de certification qu'à travers les engagements des entreprises pour essayer de voir sur quelle piste on peut avancer concrètement sur ces points-là. Le troisième point, très rapidement, là aussi, sur lequel je voulais rebondir, et je crois que je ferai écho à ce que vient de dire Régis, c'est finalement la question des politiques publiques. Et je crois qu'on n'a peut-être pas tout à fait assez insisté sur cette question-là. Je crois qu'il se passe un certain nombre de choses tout à fait intéressantes en matière de politique publique cacaoyère. On a souligné effectivement l'initiative Ghana-Côte d'Ivoire qui me semble particulièrement intéressante, mais ce n'est probablement pas la seule initiative qu'il faut regarder avec attention. Et il me semble que là aussi, de porter intérêt à ce que pourraient être des politiques publiques ou des stratégies de développement de ces différents pays en matière de durabilité et de traçabilité, ça me semble être un sujet qu'il faut regarder avec attention et sur lequel il faut poursuivre les échanges et les dialogues qu'on peut avoir aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau des États consommateurs. Voilà. Et peut-être pour essayer de conclure, je voulais rebondir sur une question qui a été évoquée en introduction ce matin par la ministre, là, qui a, me semble-t-il, parlé de massification et d'extension des initiatives, en particulier sur le cacao. Il me semble effectivement qu'il faut garder en tête que l'objectif, et l'objectif de la SNDI en particulier, mais pas uniquement, c'est bien un objectif de généralisation et de massification effectivement des processus de durabilité et de consommation durable. Et je crois que ce matin, on a entendu un certain nombre de choses qui me semblent intéressantes et probablement complémentaires. Moi, j'en retiens trois, je dirais, en matière de discussion sur cette massification des processus de durabilité. Le premier qui a été évoqué par Régis, c'est la question des accords bilatéraux et de voir dans quelle mesure ce dialogue politique entre les États producteurs et États consommateurs peut être porteur effectivement d'une généralisation d'une production durable et d'une consommation responsabilisée. Ça me semble être le premier point ou la première piste sur laquelle il faut continuer à réfléchir. La deuxième, me semble-t-il, elle a été largement aussi évoquée, c'est la question de la certification et de s'interroger sur la capacité de ces dispositifs à être des vecteurs ou des porteurs, effectivement, de la durabilité, avec probablement un certain nombre de sous-questions derrière cela. À savoir qu'est-ce que l'on entend par processus de certification. On a entendu qu'il existe un certain nombre aujourd'hui de certifications qui sont pertinentes, mais il y en a probablement d'autres. On a évoqué les indications géographiques, la gestion de terroir, etc., etc. Il y a peut-être effectivement d'autres pistes en matière de certification qui sont elles aussi porteuses d'un certain nombre d'initiatives. Donc je pense que toujours dans cette perspective de massification à travers les systèmes de certification, il y a probablement un certain nombre d'hypothèses à envisager et d'essayer de voir dans quelle mesure elles sont porteuses effectivement de cette généralisation des processus. Et peut-être troisième et dernière piste en matière de massification qui a été évoquée, c'est en particulier Adeline qui a pas mal évoqué ça, c'est la question de la prise en compte du risque et qui est probablement une hypothèse un petit peu différente de celle de la certification, et d'essayer de voir dans quelle mesure effectivement la prise en compte du risque peut être une réponse pertinente en fait à la durabilité de ces filières. Est-ce que c'est des risques nationaux? Est-ce que c'est des risques plus locaux et plus territorialisés? Je pense que là aussi, il y a un certain nombre d'hypothèses à réfléchir. Et je pense que la spécificité effectivement de la filière cacaoyère, et donc ça a été très largement évoqué avec cette très grande concentration à travers les broyeurs et les distributeurs et puis la multitude des producteurs et des consommateurs, fait qu'il faudra probablement avoir des instruments qui soient adaptés
à ces chaînes de valeur, des instruments de certification, des instruments de prise en compte du risque et très probablement aussi, je finirai là-dessus, des instruments de politique publique et de dialogue sur les stratégies de développement avec les pays producteurs. Voilà, je m'arrête là pour ne pas entamer plus au-delà le temps de cette réunion. Merci à toi, Yann. Merci beaucoup. Encore toutes mes excuses pour le retard avec lequel je vous passe la parole les uns aux autres. Merci à Christophe d'avoir ouvert notre appétit, d'une part pour le repas qui nous attend, je suppose, et d'autre part pour parler cet après-midi, d'une part des certifications, d'autre part des démarches volontaires des entreprises et des ONG. Je vous donne rendez-vous à 14h. Je raccourcis la pause, désolé. J'espère que ces 50 minutes vous permettront quand même de faire un bon déjeuner et peut-être une sieste de 10 minutes qui vous mettra en forme pour commencer à 2h pile avec la session prochaine sur les certifications. Merci à tous et à toutes et à tout à l'heure.